Oui, c'est toi. Ouais, attends, là, ça enregistre. Dans. Hop. Ah, c'est long à prendre. Voilà. Salut à vous, petits et gros tentacules. Nous accueillons aujourd'hui John Grumpf, voilà, qui est là pour répondre à mon unique question. Mais du coup, hop, tu me dis c'est moi qui mène le bal. Donc, on va pas te présenter pour la 20e fois où tu passes. Donc, du coup, tu as sorti récemment le dernier CDO, le 13, que je vais le massacrer le nom de la ville. Donc, hop, je fais l'innocent. Pax, et j'arrive toujours pas. Et nous avons aussi voilà, les petites aventures pique-nique. Je trouve que c'est. Alors, si vous savez pas de quoi on parle, il y a des vidéos qui présentent chacune. Voilà, comme ça, parce que sinon vous allez rien comprendre. Je trouve que dedans, tu as vraiment un exercice de style, surtout avec Spax qui se voit juste au boutisme. C'est le côté l'épuration dans l'écriture. Est-ce que tu te sens prêt pour une masterclass épuration dans l'écriture? Ah, je te prends. Euh, Vas-y, go. Voilà. Ce qui est alors, bon, je développe la question, mais je pense que le monsieur, il voit de quoi je parle. On se souvient de nos premiers jeux de rôle où on avait vraiment des tas d'infos, où en tant qu'MJ, bon, on se sentait plus maître de l'univers, mais qu'en fait, dans nos parties, jamais ça sortait. Même dans nos créations de scénarios, jamais ça sortait. Et je trouve que c'est une tendance c'est quelque chose qui est revendiqué dans la collection CDO de Chibi, et c'est quelque chose qui se voit aussi sur certains de tes ouvrages au fil du temps. Là, je me refais du vieux Grumpf. Toi, par exemple, Terra X, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps où on pense à Nanochrome 2, comment tu l'as fait gonfler, où il y a beaucoup plus. C'est pas qu'il y a plus de bouche-trou, parce que c'est pas du bouche-trou, mais toi, tu été beaucoup plus dans le détail, dans le développement, et que ça soit aussi bien dans No ou que ça soit dans Pax, je trouve que tu vas vraiment à l'essentiel, et surtout, enfin, moi, quand j'ai fini la lecture, j'ai le sentiment que ce qui me manque, je suis apte à le créer tout seul, parce que j'ai assez de base dans le jeu. Voilà. Et ça, est-ce que c'est un truc que tu as conceptualisé? Est-ce que c'est un truc qui est venu avec l'habitude d'écrire? Est-ce que c'est un truc qui est venu avec l'habitude de jouer? Bonne chance. Vous avez 4 heures. Ouais, alors, j'ai 4 heures, t'es sûr? Tu Non! t'engages là. Ouais. Alors, ouais, alors c'est un truc qui est venu, je pense, il y a eu des étapes. Hem, je pense qu'une des premières étapes, c'est, à l'époque où j'étais pas encore auteur de jeux de rôle, où il y avait un romancier, un écrivain heu, Montserrat, qui m'avait expliqué, que, l'écriture, c'était une question de mettre plein d'échafaudages partout et que le gros en fait, le boulot principal de l'écrivain, c'était de réussir à enlever les échafaudages à la fin. Donc tu écris plein de trucs et à la fin, tu enlèves. Et en fait, c'est le boulot de l'écrivain, le boulot de l'auteur, c'est pas d'écrire, c'est d'enlever. C'est d'épurer. Il m'a fallu longtemps, longtemps, longtemps pour comprendre ce qu'il voulait dire par là. Il m'a fallu quelques expériences malheureuses. La principale, de ces expériences malheureuses, ça a été Mantel d'acier, qui est une purge de alors l'univers est vachement bien, hein, c'était une traduction augmentée, on va dire, de que j'avais faite chez Zalando il y a longtemps, avec un super univers de fantasy, enfin voilà et on avait fait un gros boulot d'abord de traduction et ensuite de réécriture et d'augmentation du matos parce que c'était, grosso modo, les dans le bouquin de base en anglais, il y avait, beaucoup d'infos techniques, pas très intéressantes et peu d'infos sur l'univers qui étaient mal branlées. Donc on a tout on a fait un gros boulot de réécriture et en fait, c'était absolument illisible, quoi. Enfin, c'était, verbeux, c'était tout ce que tu veux, tu vois? Tous les défauts qu'on peut trouver dans l'écriture. Et je me suis amusé il y a l'année dernière ou il y a 1 an et demi peut-être, à rouvrir, Mantel d'acier pour en me disant: «Allez, je vais essayer d'en faire un truc», et à reprendre les textes et je me suis rendu compte qu'en fait, en fait non, c'était bien écrit. C'est juste que j'avais pas enlevé les échafaudages. C'est-à-dire que pour une phrase d'information intéressante, tu as fait 2 phrases de commentaires et de commentaires politiques, philosophiques, d'avis personnels sur la question, de trucs dont on se fout, mais et qui ne servent que enfin, qui ne faisaient que noyer le poisson et que quand tu enlèves, les choses inutiles,
les commentaires, quoi, ben, tu te retrouves avec un texte qui finalement enfin, moi je le trouve, même encore aujourd'hui, j'y retouche presque rien en termes de style, quoi. C'est horrible, je me sens la maternelle, je lève le doigt. Donc, du coup, je te coupe parce que toi, ça fait déjà 10 fois, je me dis, hop, il y a ça, puis il y a ça, puis sinon, bah, en fait, tu vas parler une demi-heure et je te poserai pas de questions. Donc, question bête. Ouais, en fait, ça faisait très vanne. Toi, c'était pas fait pour, mais boum, ta vanne. Donc, du coup, euh, est-ce qu'on peut opposer que le style de quelque chose de jeu de rôle, il y a une fonctionnalité de base qui ne peut pas s'effacer sous l'art? C'est-à-dire, est-ce que le jeu de rôle, pour le côté, au final, ça doit être un bouquin rapide que le MJ doit rapidement pouvoir utiliser quand il fait sa partie en live, ça supplante le plaisir artistique de lire. Alors, deux sous-trucs. Toi, par exemple, si un jeu qui est littéraire, je comprendrais qu'il fasse des grandes phrases puis il me fasse des trucs très littéraires parce que bah, quelque part, c'est dans le sous-texte du jeu. Mais c'est con, je vais parler de mon nombril. Mais j'aime bien, moi, je suis fan de Pratchett et j'en suis encore au stade, toi, quand j'écris, je mets des petites drôleries, je me prends pour Pratchett. Mais ça, en fait, c'est de la merde. Non, pas forcément. En fait, alors, tu as 2 éléments dans ta question. Le premier élément, c'est effectivement le paradoxe du manuel de jeu de rôle, qui est à la fois une œuvre littéraire qu'on doit lire une première fois, dans l'ordre, enfin dans un ordre pour en envisager, tout le truc, qui en plus, faut enfin, on le sait, hein, 90 des bouquins de jeux de rôle sont d'abord lus et jamais joués. Hem et on va juste y piquer des trucs à droite à gauche mais on va jamais l'utiliser en jeu. Donc tu as cette première fonction qui est une fonction de lecture et tu as une deuxième fonction qui est la fonction mode d'emploi. Et le problème, c'est qu'on soit clair, les 2 fonctions ne sont pas, ne sont même pas complémentaires. Enfin, elles s'opposent quasi pratiquement. C'est-à-dire que si tu fais la littérature avec une notice IKEA, hem, mettez la planche A, dans la planche B en utilisant, les vis, C12, et que tu l'écris en toutes lettres, tu perds la moitié des gens qui vont monter un truc IKEA. Si tu fais un petit dessin, déjà, ça passera mieux, sans doute. Bon, mais ouais, il y a une opposition entre les 2 fonctions toute la difficulté d'écrire un manuel de jeu, c'est d'arriver à concilier malgré tout les 2. Alors, moi, j'ai tendance, la plupart du temps, à privilégier le côté manuel. Maintenant, en tout cas, ça a pas forcément toujours été le cas, parce qu'il y a des jeux qui ont aussi été écrits, non pas dans une logique de consultation, mais dans une logique de lecture et ce qui rend la consultation compliquée et inversement, quand tu écris dans une logique de consultation, en classant les items par catégorie et cetera et ben, tu te retrouves avec quelque chose qui est compliqué à lire. Parce que tu as des informations qui arrivent dont tu n'as pas besoin et des informations dont tu as besoin tout de suite, qui sont beaucoup plus tard dans le bouquin et donc tu te perds, enfin voilà. Alors, par exemple, une des solutions que j'ai trouvées pour le prochain Cœur Vaillant, qui va être un énorme truc, parce il fait déjà dans les 500 000 signes et il en manque encore. Il Donc parle ça en va nombre ça de pages, hein. 500 000 signes. alors pour le nombre de pages, j'en sais rien, entre 4 et 500 pages pour un Chibig. C'est pour te donner une idée, toi, du prochain machin et je l'ai écrit comme un manuel, c'est-à-dire que les informations sont classées par catégorie. Mais dans l'introduction, vraiment mais je crois même que c'est le premier item de l'introduction, c'est, comment lire le livre et comment l'utiliser. Et je dis, OK, si vous voulez commencer par le lire une première fois, vous lisez ce chapitre, puis ce chapitre, puis ce chapitre, vous sautez les pages entre chaque et vous lisez ça dans cet ordre-là et après, le reste, c'est de la consul c'est du matos pour le jeu, donc vous n'en avez pas besoin pour une lecture, pour une première lecture. Et donc je donne un mode d'emploi de lecture.
Et je donne aussi un mode d'emploi de jeu en disant, voilà, si vous lancez une première campagne ou un one-shot, utilisez seulement ces règles-là, ces règles-là, ces règles-là. N'utilisez pas les autres mécaniques, vous n'en avez pas besoin, vous n'avez même pas besoin de les lire. Ça, c'est seulement si vous commencez à jouer en campagne, dans certaines circonstances, etc. Donc, j'essaie de donner les clés de lecture au début. Parce que je me suis rendu compte que si je donnais pas les clés de lecture, j'allais proposer un truc où on allait clairement me dire c'est illisible ou c'est pas utilisable ou c'est voilà. Donc, pour les futurs acheteurs de Cœur Vaillant 2, lisez toute l'introduction. Il y a plein, plein, plein de conseils et de petites astuces qui s'appliquent sur l'ensemble du livre. Voilà, vous verrez ça. Mais Pour ouais, intro, la mode d'emploi. il faut un mode. En fait, moi, j'ai trouvé utile de fournir un mode d'emploi pour la lecture du livre. Ce qui est presque contre-intuitif. Un livre, tu l'ouvres, c'est un codex, tu tournes les pages et normalement, tu as une logique. En tournant les pages, tu as une logique du truc. Sauf que, bah non, puisque c'est un mode d'emploi. Enfin, puisque c'est un manuel d'utilisation du jeu en partie. Donc tu dois pouvoir te retrouver tous tes référencements propres. C'est comme dans un catalogue Manu France. Tu mets pas par ordre alphabétique, tu mets par ordre de catégorie d'objets, les outils ensemble, les fusils ensemble, les habits ensemble, les bottes ensemble. Tu mélanges pas les éléments parce que c'est plus joli de mélanger les éléments, quoi. Donc, tu es obligé d'avoir une structure. Alors ça, c'est la première partie de ta question. La deuxième partie de ta question, c'est la qualité littéraire. Et là, on va parler romans, hein, bêtement. Moi, il y a des trucs, il y a des romans qui me tombent des mains au bout de quelques pages, où je ne vais pas au bout parce que c'est chiant, parce que tu as des détails inutiles, parce que ça avance pas, parce que ça se perd dans des phrases trop longues, parce que c'est pas efficace, parce que en plus, la fin est téléphonée. Enfin, bon, et puis tu as des romans enfin, c'est des tourne-pages, quoi. Et c'est pas juste l'histoire, c'est que l'écriture est efficace. Alors, je prendrai pas d'exemple pour faire chez personne, mais, hem mais c'est certainement arrivé à tout le monde, effectivement, de tomber sur des trucs où tu as l'impression tu sens que l'histoire est intéressante, mais à lire, c'est une purge. Enfin, c'est chiant, enfin, c'est pas que c'est mal écrit parce qu'il y a une maîtrise de la syntaxe, une maîtrise du truc, mais il y a des choix qui ont pas été faits dans ce que tu écris. Il y a des tu pas forcément choisi les mots, tu pas forcément choisi les phrases, tu mets un peu les trucs bout à bout et tu écris comme ça tombe. Tu vois? Ça te vient à l'esprit et tu poses sur le papier et tu reviens pas dessus. Et moi, j'ai été confronté, même dans mon propre boulot, hein, tu peux être confronté effectivement à cette manière de premier jet et où tu te rends compte que les informations arrivent pas dans le bon ordre, que des fois elles sont répétées, mais pas qu'il y a des erreurs, et cetera. Et tout le boulot, c'est d'arriver à reprendre les choses et à tout reclasser, à tout reposer, et en enlevant ce qui est pas utile à la lecture, ce qui va pas être utile en jeu, ce qui va pas être utile pour le lecteur. Parce que, c'est comme en BD, les intercases, l'espace blanc entre les intercases, c'est des ellipses qui laissent le lecteur imaginer ce qu'il y a entre les images. Et ben là, c'est pareil, il faut laisser de l'espace pour que le lecteur imagine des choses et se fasse ses images. Si tu en mets trop, en fait, tout ce que tu obtiens, c'est, en tout cas en jeu de rôle, je crois, tout ce que tu obtiens, c'est de la confusion et l'impression que jamais on va retenir tout et que, en partie, on va avoir toujours l'impression d'oublier la moitié des infos et donc d'être moitié paralysé. Il y a tellement de MJ qui sont ultra stressés de pas faire, le canon parce que tu comprends, si jamais ils se plantent une fois, après les suppléments, ils seront pas utilisables parce que la partie, elle sera partie dans un sens et donc tu as des MJ qui stressent parce que leur univers, ils ont l'impression de pas le maîtriser et en fait, plus tu en mets
qui est c'est là où j'en suis arrivé, c'est que plus tu en mets qui est précis, focal, et cetera, plus tu perds le MJ, en fait, plus tu le paralyses et plus tu mets des choses qui sont simplement des inspirations, des directions et des choses sur lesquelles il peut se reposer pour rebondir avec sa propre culture, ses propres connaissances et sa manière à lui d'improviser les choses, plus il se sentira libéré, je crois. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc voilà, donc tu as ces 2 questions. Tu as la question de la structure du bouquin et tu as la question de la qualité littéraire. Et c'est vraiment 2 choses différentes. Hem, Donc, hop, juste pour remplacer une comme ça, ouais, tu sais, j'essaye de faire des résumés. Donc, on en est venu ce que tu appelles au paradoxe du livre de jeu de rôle, qu'on peut dire d'un côté, ta règle de Monopoly, si elle n'est pas écrite très lisiblement et très clairement, ben, le joueur de Monopoly ne va pas y arriver à comprendre ce qu'on lui dit et puis c'est perdu, le jeu est injouable. Et que d'un autre côté, si une règle de Monopoly fait 500 pages et que tout le long c'est écrit en style Monopoly, c'est perdu aussi parce que non, enfin, personne n'arrivera au bout et on va tous utiliser le bouquin pour le cramer. ben, ouais, c'est comme l'annuaire, quoi. Tu tournes 3 pages et tu décroches, quoi. Tu feuillettes pas en annuaire, effectivement. Et l'autre truc, Mais du coup, ouais. parce que c'est pas fini, attention. Euh, L'autre point où je me dis, tiens, là, c'est marrant, quand tu prenais l'exemple d'aide au MJ pour le décomplexer, ça, toi, c'est un truc qu'on a souvent dans les recommandations au MJ. Mais c'est une chose d'avoir conscience de ton bouquin quand tu le fais, et puis d'écrire, ah, au fait, l'MJ, il ne faut pas que vous vous sentiez brimé, libérez votre créativité, c'est pas grave si vous n'allez pas dans le bon sens dans le bouquin, tout ça, tout ça, tout ça. Puis de le mettre sur un tout petit paragraphe où à côté, tu noies avec plein d'informations, genre les navettes TX27 sont faites avec des boulons zycloriens, et enfin, ce genre de trucs. Je sais pas si je pars pas complètement en couille. Et comment dire, tu peux aussi avoir, plutôt que le mettre en conseil OMJ, l'inscrire dans ta création de bouquin et tu n'as plus besoin de mettre dans les conseils OMJ. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec le jeu. En fait, c'est le jeu qui rend le MJ libre de faire tout ce qu'il veut avec lui. Bah, tu as les 2 en fait, enfin, je sais pas comment je peux dire. Moi, je me rends compte avec les retours que j'ai depuis des années, hein, sur les bouquins que j'écris, que des choses que je pense claires, le sont pas, que des choses et puis le sont pas pour certains, mais le sont pour d'autres, que des trucs que je pense libérer, le MJ, en fait, bah, certains MJ, ça les paralyse. Clairement, par exemple, moi, j'écris beaucoup de scénarios sandbox et en fait, parce que moi, je suis hyper à l'aise avec ça et pas du tout avec les scénarios très structurés bon, pour plein de raisons, mais c'est pas aujourd'hui. On pourra faire une émission là-dessus, voilà. Mais comment dire? Avec tous les retours que j'ai, je me rends compte qu'il faut en fait, il faut la ceinture et les bretelles à chaque fois, quoi. Donc il faut réfléchir à tes textes de façon à comment dire? À filer ce qu'il faut et en même temps, il faut les conseils OMJ, il faut l'accompagnement, il faut l'explication de texte et il faut les exégèses quoi, enfin, autour et c'est pas évident parce que des fois, tu pas le mieux placé toi, auteur, pour commenter tes propres créations, quoi. Mais faut le faire. Hem, heu, ouais, donc pour revenir un peu sur, à moins que tu aies une autre question? Euh, oui, mais ça va partir. Voilà. Je me Non, la note pour éventuellement plus tard. ouais, pour revenir un peu sur l'écriture, je pense que l'un des, mmh, l'un des moments clés pour moi dans ma manière d'appréhender les choses, ça a été La Lune et 12 lotus. Parce que ça a été un exercice de style voulu de, de créer une encyclopédie complète de l'univers, mais hem, qui soit pas de l'infodump, inutilisable, impossible à raccrocher. En gros, le moi, ma référence, mon anti-référence, c'est, Les Royaumes d'Acier. La version DD3 d'il y a, 10-15 ans, 15 ans peut-être maintenant, que j'avais chopé, qui sont 2 énormes bouquins, écrits tout petit, petit, petit
et à la fois l'univers hyper sexy m'intéressait et tout, et quand j'ai ouvert les livres, j'ai fait: «Non, ça va pas être possible, quoi». Parce que, hem, c'est, c'est trop d'infos à retenir et trop de micro-infos, où tu sens que les mecs ont décidé, enfin, de tout écrire, quoi, de tout poser, et en fait, tu as aucun espace de tu as très, très peu d'espace d'improvisation parce que le moindre PNJ est nommé, il a ses stats, le moindre endroit est décrit, et cetera. Hem, tu as aucune espèce de généralité qui va te donner, en fait, le sens, heu, de l'univers sans t'encombrer de détails. En gros, c'est, on te présente un paysage uniquement en te fournissant des photos d'un caillou, d'une feuille, d'une branche, d'un morceau de mur, et tu as aucune vue d'ensemble, en fait. Enfin, c'est très compliqué, il faut que tu la reconstitues par toi-même. Voilà, et ça pour moi c'était un vrai tue-l'amour, et quand j'ai fait La Lune et 12 lotus, l'idée c'était presque de faire l'inverse. Alors, à ce moment-là, j'avais déjà fait l'exercice, je m'étais amusé à reprendre le bestiaire de Donjons et Dragons, en compilant tous les bestiaires possibles de Donjons et Dragons, en récupérant tous les monstres possibles, de Donjons et Dragons, et en les décrivant entre 180 et 200 caractères. Tu vois, c'était format, comment dire? Twitter, mais alors 140, c'était pas possible, et le confort, c'était entre 180 et 200 caractères, pas dépasser 200 caractères. Et donc j'ai écrit les 400, enfin j'ai récupéré, je sais plus, 465 monstres et créatures de donjons, classiques, et de tous les bestiaires et des bestiaires à côté, enfin voilà, et je me suis tapé la description, enfin j'ai repris la description de chacune des bêtes en 200 caractères, et j'ai trouvé l'exercice incroyablement, riche d'expérience et d'enseignement et de rigueur, et quand j'ai fait La Nuit des 12 lotus, j'ai voulu retrouver ce truc-là, c'est-à-dire d'écrire les peuples par des petits paragraphes thématiques, et sans faire de verbe, tu vois, je pose des choses et je pose pas tout. Parce qu'en regard de chaque page j'écris des paragraphes, il y avait une page d'illustration qui était prévue d'entrée de jeu. Alors, je savais pas forcément ce que j'allais mettre dessus, mais qui allait illustrer autre chose, en fait, que ce qui est dans le texte. C'est-à-dire que le texte, il y a des choses qu'on peut pas illustrer, les illustrations, c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'écrire, tu vois, par exemple. Et en mettant en regard les 2, une page Du de coup, texte, une page d'illustration. tu m'as révélé un de mes rares rebonds, mon seul rebond préparé. C'est un truc que je voulais dire par rapport à PAX, justement, sur les dieux. Tu as un dessin de chaque dieu, plus un petit blabla, plus un petit secret, mais qui est le traître. Et du coup, la description est très légère, mais le dessin apporte beaucoup de description. Ah, ouais, parce que, alors c'est le problème, on en parlait la dernière fois, je sais plus, sur le problème de la valeur d'une illustration dans une page. À quoi ça sert et pourquoi, comment? Et il y a des bouquins où tu as une nécessité d'illustrer le texte, et tu as des bouquins où c'est juste, tu mets des trucs parce qu'il faut aérer les pages. Tu vois, Cerbère, par exemple, le petit bouquin de règles de Cerbère, c'est un bouquin de mécanique, enfin, c'est un bouquin de règles, d'un système de jeu générique. Bon, t'en fais quoi? Tu illustres quoi? Tu mets quoi comme illustration? T'en fous, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, et donc, bah, je m'étais amusé juste à reprendre des photos de séries coréennes, et de mettre des aphorismes autour. Et les aphorismes font partie des images, parce qu'ils sont mis en page, et cetera, voilà, et et hem et répondent et clairement éclairent l'illustration que j'ai faite, et ça me permet d'éviter de faire un chapitre de conseils. C'est-à-dire, les aphorismes servent de conseil au MJ dans le et ça m'évite d'avoir à écrire des paragraphes en plus pour expliquer, le pourquoi du comment. Tu lis les aphorismes et tu te démerdes avec, quoi. C'est des couanes, zen, débrouille-toi, quoi. Heu, donc tu vois, tu as toujours à quoi va servir l'illustration, comment tu l'utilises, et voilà, quoi.
Et des fois, tu fais juste, dans Cœur Vaillant, les illustrations, elles ont même pas de valeur illustrative. Elles ont une valeur, de placeholder et par contre, elles ont une valeur de: «Je me fais plaisir à dessiner des trucs qui me font plaisir de dessiner». Voilà et donc je fais, du faux médiévaliste, heu qui met en scène des trucs où il y a pas de perspective et où je peux dessiner un peu ce que je veux et je m'en tape tant que je me fais plaisir à dessiner des trucs que j'ai envie de dessiner, quoi. Voilà, donc là, tu vois, il y a même pas de je me fais juste plaisir. Donc tu vois, c'est la place de l'illustration, c'est aussi un problème un peu complexe. Mais donc ouais, pour revenir sur oui, Et la place du conseil technique. Ouais, je suis désolé, c'est chiant. Mais ouais, j'ai l'en tête depuis 10 minutes en plus. Toi, dans les vieux bestiaires monstrueux, on avait ce petit paragraphe combat qui était illisible, mais au moins qui te permettait de bien comprendre c'était quoi la mécanique des bestioles. On n'a plus ça, par exemple, sur les dernières éditions Donjons et Dragons. Et quelque part, j'y trouve un peu dommage parce que c'était pas du tout mes paragraphes préférés. Mais sans être un gros technicien malade de tu vois trois caractères, tu comprends les combos, tu avais un petit texte qui t'expliquait comment la bestiole, tu pouvais l'utiliser efficacement ou comiquement ou voilà. hem, bah, ça, tu qu'à acheter, les équilibrations de l'horloger, hein, tu auras les Oui. non, 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 je comprends le truc. Alors ça, c'est un truc, par exemple, moi, j'aurais du mal à l'écrire, ce genre de choses. Dire: «OK, les gobelins, vu qu'ils ont telle capacité, utilisés tactiquement comme ça». Parce que ça fait partie justement de d'incréé qui permet en fait, en partie, pour moi en tout cas, de de les utiliser comme je veux, en fonction des circonstances, des moments, et cetera et des fois je fais n'importe quoi et des fois j'ai des idées de génie ou pas, heu et hem, mais mais c'est le genre de choses qui moi m'encombre quand je dois jouer un monstre, hem et c'est pour moi, c'est le genre de conseil qui m'encombre. Il y a d'autres conseils que je trouve beaucoup plus intéressants. Mais ouais, je saurais pas te répondre sur ce point-là, en particulier. Et c'est compliqué, hein, d'écrire des conseils, hein. C'est hyper compliqué hem, parce que les conseils, ils sont valables pour toi éventuellement, parce que c'est ta pratique, mais c'est ta pratique avec ton groupe de joueuses. Et c'est même pas et les conseils, c'est quelque chose qui est pour, une table idéale, un MJ idéal et un groupe de joueuses idéal, quoi. Et hem et en fait, comme chacun, comme chacun a vraiment des conceptions, on le voit dès qu'on discute technique sur les forums ou sur les Discord, ou que tu écoutes, des types, comment dire? Hyper au taquet depuis des années sur les sujets. Tu te rends compte que des fois, tu es pas du tout raccord avec leur perception, avec, leurs choses. Là, on a des discussions, un peu théoriques avec, Isler, Brand et puis d'autres copains et on se rend compte que c'est on a beau savoir de quoi on cause et comment on est en cause et heu et hem et on n'arrive pas à se mettre d'accord même sur des choses extrêmement simples. On n'arrive pas du tout à se mettre d'accord parce on a des approches, des conceptions, des pensées qui diffèrent. Alors que sur le fond, ça fonctionne pareil. Sur le détail, enfin, en gros, c'est un concile, ouais, c'est un concile de l'Église catholique, qui décide si, le nombre d'anges sur une tête d'épingle et pour savoir si, Nestor est bon ou si c'est Arianus, quoi. Enfin, tu vois? Et on est là et en fait, tu vois, on discute de la triple qualité divine de Jésus, quoi et c'est absolument, inopérant et en même temps hyper passionnant pour les gens qui ont envie de se passionner pour le truc et complètement inopérant autour d'une table de jeu parce que fondamentalement, c'est pas quelque chose qui est utile au quotidien. Enfin, je sais pas comment je peux dire. Et en même temps, si, c'est utile parce que ça permet de comprendre des choses
comment dire, comprendre des dynamiques sous-jacentes qui te permettent plus tard, quand tu écris tes jeux, d'envisager des approches de game design, des approches d'écriture, des approches de présentation, des approches de plein de choses que tu n'aurais jamais envisagées si tu n'avais pas eu cette réflexion à un moment donné, quoi. Donc, c'est, c'est, du coup, les conseils, c'est Ah, c'est hyper un autre compliqué. débat, hein. C'est la valeur du théorisé. Et juste avant que tu reviennes sur les conseils, je te grille. Tu as un peu les mêmes depuis des années. Je me remangeais TerraX il n'y a pas longtemps et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que c'est les mêmes conseils qui nous donnent encore au jour d'aujourd'hui. Ah, je laisse cette expression, je l'utilise. Ah, tapez-moi. Mais ils sont 5 et je précise bien le nombre parce que ça nous renvoie sur le minimalisme. Ouais, alors les conseils, ouais, bah, ils changent pas parce que j'ai une manière de jouer, j'ai une technique de jeu qui fait que pour moi, c'est comme ça qu'on joue. Il y a 2 manières de faire, la mienne et la mauvaise, grosso modo. Peut-être de là. N'empêche que, tu vois, c'est hyper compliqué parce que Donjons et Chatons, j'ai écrit, les chapitres de conseils dans Donjons et Chatons et j'en ai chié en fait, j'en ai chié pendant plusieurs semaines à pas être capable de commencer à écrire quoi que ce soit parce que je mettais dans le jeu de rôle, gna gna gna, il faut, on joue comme ça et impossible de poser le truc et le jour où j'ai écrit dans Donjons et Chatons, voilà les conseils pour jouer à Donjons et Chatons. Pas au jeu de rôle, à Donjons et Chatons. Les conseils, je les ai écrits dans la semaine. Tout est tombé propre parce que tout d'un coup, j'étais pas là en train de me dire: «OK, je suis donneur de leçons», quoi. J'étais pas là en train de dire: «Le jeu de rôle, c'est ça». Non, non. Dans Donjons et Chatons, nous, on conçoit que le jeu, c'est plutôt comme ça qu'il faut le conseiller. Donc la bienveillance entre les joueuses, le machin, le truc, voilà. Et dans les autres jeux de rôle, vous faites bien comme vous voulez. Enfin, nous, jamais je me permettrais de, tu vois, de professer, des généralités, quoi. Je ne peux professer que des particularités qui m'appartiennent et après les gens en font leur profit ou pas, et ils peuvent ne pas être d'accord, ils peuvent, contester, ils peuvent, dire que: «Oui, c'est de la merde». C'est pas un problème parce que oui, fondamentalement, c'est juste des manières de jouer, voilà. Mais en même temps, comme on dit, on a cette discussion régulièrement, sur, justement avec l'équipe sur lesquelles on bosse avec lesquelles on bosse sur Cœur Vaillant 2, quand on écrit des règles et tout, c'est: «Ouais, mais ça va pas marcher, gna gna gna». Et moi, c'est la réponse interdite, c'est bah, ça marche à ma table. Ça, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de dire ça. Personne n'a le droit de. Ce n'est pas un argument de discussion dans une discussion de game design. Ça marche à ma table, ça marche pas. C'est pas autorisé. Et pourtant, les conseils, ce n'est que ça. C'est voilà ce que j'essaie d'obtenir à ma table. Donc voilà les outils que j'utilise, voilà les techniques, voilà la conception que j'ai de ce qu'est une histoire dans le jeu de rôle, de ce qu'est voilà. Par exemple, j'ai développé tout un truc là dernièrement avec l'idée qu'il y a une différence entre roleplay et interprétation et que les deux, c'est pas du tout la même chose. Le roleplay n'est pas l'interprétation n'est pas le roleplay. Tu m'en Et avais ça, c'est un truc déjà que je parlé il y développe. a très longtemps, ça, vas-y, développe. Ouais. Je ne te lâcherai plus. Qu'est-ce que Bah, tu veux dire par alors je ça? peux développer vite fait parce que je pense que ça peut faire hurler plein de monde. Mais l'idée, c'est voilà, Justement, c'est c'est une la chose idée. suivante. Pardon. L'idée, c'est que dans un jeu de plateau, dans un jeu de société, tu cherches toujours à faire le meilleur coup possible ou à préparer les meilleurs coups possibles à l'avance, hem, pour gagner, pour obtenir, une réussite, pour obtenir des effets, des points, des trucs, enfin voilà. Tu joues pour l'emporter. Donc tu optimises toujours tes choix. En jeu de rôle, c'est moi ce que j'appelle le roleplay, tu as le droit de faire des choix suboptimaux au nom de ton personnage, au nom de l'histoire, au nom de la circo des circonstances et cetera. Dire: «Non, moi mon personnage, il a tel trait de caractère, donc le meilleur choix possible, ce serait ça, mais moi je vais faire ce choix-là». Et qui est suboptimal, qui va pas me donner le meilleur résultat possible, mais qui va faire avancer l'histoire dans une direction qui m'intéresse, qui va être cohérent avec la narration générale, qui va être cohérent avec mon personnage, qui va être cohérent avec le monde, qui va être cohérent avec ce que mon personnage sait ou ne sait pas et que moi je sais, mais que mon personnage ne sait pas. Et le roleplay est notamment incroyablement important pour le MJ, puisque le MJ sait tout,
Mais quand il doit jouer un PNJ, le PNJ sait rien. Donc le MJ doit jouer le PNJ de manière suboptimale, puisque le PNJ ne sait pas tout. Donc ça, c'est le roleplay. C'est le côté faire des choix qui sont signifiants. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, ça fait 15 ans que je dis qu'un combat, par exemple, est un moment de roleplay extrêmement important. Parce que selon que tu choisisses d'aider ton camarade qui est tombé, qui est en passe de tomber, ou de te concentrer sur le gros méchant parce que tu as la haine contre lui, ou de t'occuper de le truc secondaire qui consiste à aller ouvrir la porte derrière pour atteindre le coffre-fort, etc. C'est des choix. Et c'est des choix tactiques et c'est des choix de roleplay. C'est parce que chaque choix a son intérêt et son inconvénient. Et donc, tu vas C'est une choisir. scène enfin, la scène du je préfère aller chercher le coffre qui doit rappeler plein de souvenirs à plein de groupes qui ont Voilà. joué avec des voleurs casse-pieds qui pensent qu'à leur gueule. Voilà, pardon, c'est fini. Et ça, pour moi, ça, c'est le roleplay. Et le roleplay, c'est faire des choix. Et l'interprétation, bah, c'est faire du théâtre autour de la table de jeu. Et le problème, c'est que ça fait 40 ans qu'on confond les deux, qu'on dit tu fais du roleplay parce que tu fais de l'interprétation. Et que si tu interprètes pas ton personnage, tu fais pas de roleplay. Et je suis pas d'accord. Les centaurettes qui font des choix et qui rappellent toujours au bon moment, oui, mais tiens, il y aurait pas ce truc-là à faire. Ah ouais, mais attends, parce que moi, mon perso, gna gna gna, et qui interprètent rien et qui ferment leur gueule 90% du temps et qui ne font jamais de théâtre autour de la table de jeu, ils feraient pas de roleplay? Je suis pas d'accord. Et notamment, ça veut dire que quoi? Le combat, c'est jamais de le roleplay parce qu'on n'interprète pas, parce qu'on se dit juste, bon, ok, j'ai obtenu 21 à mon jet, je touche du 13, donc je lui fais tant de dégâts au suivant. Ah non, mais parce que l'interprétation du oui, je brandis mon épée et je lui découpe selon les pointillés pour faire jaillir ses tripes, etc. Ben, on s'en tape. Ça, c'est juste du théâtre. Et pour moi, il y a une vraie différence entre les deux. Ça ne veut pas dire que l'interprétation, c'est nul, que le théâtre, c'est nul. C'est juste que c'est une façon de faire du jeu de rôle qui est intéressante, mais qui ne correspond pas à tout le monde. Moi, quand je suis MJ, je suis incapable de jouer un personnage qui sanglote. C'est ridicule instantanément. Tu vois, un personnage triste ou etc. Je peux pas. Donc, je préfère. Je dis, bah ouais, le PNJ, là, il éclate en sanglots devant vous et entre deux larmes, il vous dit que gna gna gna. Je serais incapable de faire oui, oh, je peux pas. Tu vois, c'est ridicule. Donc, est-ce que pour autant je suis incapable de faire du roleplay parce que je suis pas capable d'interpréter de manière théâtrale mes personnages? Non. Et je crois qu'il y a plein de gens qui font du très bon roleplay. Et inversement, j'ai vu des gens très très bons en interprétation qui étaient incapables de faire des choix, qui étaient paralysés à chaque fois qu'il fallait qu'ils choisissent quelque chose, c'était paralysé. Et à chaque fois qu'il fallait tenir compte de l'histoire, de la cohérence de l'univers, de leurs personnages, etc., étaient incapables de le faire. Ah, par contre, faire des phrases et partir dans des grandes tirades pour écraser tout le monde et occuper du temps de jeu et du temps de parole, il n'y avait pas de problème, quoi. Et donc, pour moi, il y a une vraie différence. Et les deux sont pas incompatibles, faire du roleplay et de l'interprétation. Il n'y a aucune valeur de dire que l'interprétation, c'est naze, parce que des fois, c'est vachement important et c'est bienvenu et plein de choses. Puis il y a des fois, c'est juste encombrant. Et le roleplay, bah, pareil, voilà. Et donc, moi, c'est un truc que. Mais encore une fois, tu vois, ça, c'est ma conception de la chose. Et si on parle avec des gens, d'autres personnes, de ce sujet-là, ils auront peut-être des conceptions complètement différentes. Donc moi, je mets ça dans mes conseils pour expliquer comment on joue et comment je conçois le JDR, parce que derrière, ça implique des choses qui sont au niveau des règles de jeu, tu vois, où je dis, bah, il y a plein de choix à effectuer en permanence, mais tu n'es pas obligé d'occuper du temps de parole juste parce que pour écraser les joueuses plus timides, quoi. En gros, c'est pas le bonus à la grande gueule, pour moi, par exemple. Tu vois, c'est ça que ça veut dire aussi dans le conseil. Voilà. J'ai fait mon petit dessin. Ouh là là, tu vas voir. Parce que tu dis que ça peut créer scission. Mais ça crée scission, je pense, à partir du moment où tu dis il y a roleplay, interprétation, tellement on a déjà fait un Bibulka. Par contre, si on apporte bien que d'un côté, tu as le roleplay, mais que le roleplay, ouais, j'ai fait un dessin de teubé, hein. Le roleplay, c'est à la fois de la cohérence de personnage et de l'interprétation. Enfin, t'as plus engueulade. On a déjà tous constaté à notre table qu'effectivement, il y a
ce moment où tu te dis c'est pas du tout cohérent avec mon personnage, avec ce qu'il connaît, de prendre le choix le plus optimum, ou ne serait-ce que de dire ok, on s'allie avec machin qui a tué mes parents, truc bidule, rien que pour récupérer une tranche de salami, alors que il y a tout le Mais c'est côté une tranche de salami interprétation. plus un. Pardon? C'est une tranche de salami plus un, ça compte. Ouais, voilà, quoi. Et que d'un autre Mais, côté, mais pour t'as, moi, non, il n'y a pas de. Justement, pour moi, alors, il y a pas d'opposition entre RP et oui, interprétation. C'est juste deux choses très différentes. C'est deux compartiments de jeu qui sont différents et qui, à la limite, sont même étanches l'un à l'autre. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, tu peux faire de l'interprétation sans roleplay, tu peux faire du roleplay sans interprétation. Pour moi, tu vois, c'est deux choses différentes. Or, la perception que moi j'en ai depuis hyper longtemps, c'est que quand les gens parlent de roleplay, en réalité, ils parlent d'interprétation. Et j'ai souvent, tu l'impression entends que les gens non, dire en ouais, mais réalité, le il parle roleplay, des c'est deux. important. Et la technique se met en travers du roleplay. Et j'entends souvent ça. Et en fait, non, la technique pourrait éventuellement, et avec des gros guillemets, se mettre en travers de l'interprétation, mais jamais en travers du roleplay. Ou en tout cas pas quand c'est bien fait, quoi. Et tu vois, il y avait cette idée qu'un jeu trop technique avec des combats trop lourds, ça empêche le roleplay. Au sens que, eh ben, le temps que tu passes à faire du combat, tu le passes pas à faire de la discussion diplomatique. Donc à faire de l'interprétation fondamentalement. Et moi j'ai toujours dit que le combat était un moment de roleplay et qu'il y avait plein de moments de roleplay qui n'étaient pas du tout liés à l'interprétation. Choisir si tu vas à droite ou à gauche en prenant le chemin, si tu choisis le chemin le plus long pour aller, qui passe, enfin le plus court mais qui passe à travers le territoire des orques, ou le plus long mais qui passe dans des terrains compliqués, mais au moins tu rencontreras pas de monstres. C'est un choix et c'est du roleplay parce que tu es obligé de faire appel à tes connaissances, à des choix personnels, et qu'est-ce que tu préfères? Et puis il y en a un qui dit: «Ah mais en fait moi, comme je suis bien accueilli chez les orques parce que je suis ami des orques ou parce que ceci cela, on peut tenter le truc des orques et tout». Et tu vois, là, il y a pas d'interprétation, mais il y Ouais, a du mais là où roleplay. je suis pas d'accord avec toi, c'est de dire que la cohérence de personnage n'a jamais été reconnue dans le roleplay. Je peux remonter à des souvenirs de 30 ans, J'ai les expériences du il y a un voleur qui prend son action à faire les poches du mort plutôt qu'à aider les copains et qui regarde le reste des joueurs en faisant non, mais je fais le roleplay de mon perso. On l'a tous connu. oui, Et ça, oui, c'est clairement roleplay comme tu le définis. oui, oui, mais je dis pas le contraire. Je dis juste que ça a été confondu. Oui, Ça ne veut pas dire que l'un était ignoré ou qu'il n'existait pas. Je dis que les deux, parce que j'arriverais pas à séparer les deux si les deux n'avaient pas existé dans la ouais. définition initiale. Tu vois ce que je veux On dire? a un même mot C'est pour bien. deux trucs très Voilà. différents. Pour moi, il y avait un même mot qui était utilisé pour deux choses différentes et qui donc impliquait des jugements de valeur sur si tu fais pas d'interprétation, tu fais pas de roleplay. Souvent, je l'ai entendu sous ce sens-là, pas toujours, pas que. Heureusement, pas que, mais souvent, je l'ai entendu sous cette forme-là. C'est-à-dire, si tu fais pas d'interprétation, tu fais pas de roleplay, tu es un mauvais roleplayer si tu fais pas d'interprétation. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné parce que c'est quelque chose que je ne constate pas à ma table de jeu. Enfin, et que je constate pas dans ma manière de jeu. Et puis surtout, ça veut dire que la moitié des joueuses, moi compris, qui sont autour de la table, heu, sont des mauvaises joueuses parce qu'on n'interprète pas ou pas souvent ou pas bien. Tu vois? Alors qu'on est parfaitement capable de faire du roleplay en termes de choix conscient, suboptimal, réfléchir, ignorer des informations que les joueurs la joueuse connaît, mais que le personnage connaît pas. On est parfaitement capable de le faire. D'ailleurs, c'est une des bases, moi, de la manière de jouer. Je fais jamais d'aparté. Heu, on est là pour jouer ensemble. Tout le monde assiste à tout. Ça fait de l'ironie dramatique, c'est cool. Mais parce que je fais confiance, justement, je fais incroyablement confiance à mes joueuses pour être capable de faire du roleplay. C'est-à-dire de ne pas utiliser de l'information qu'elles connaissent, mais pas leur personnage pour faire des choix. Et on obtient des tas de choses autour de la table avec des connivences, avec des joueuses qui savent ce qui est en train de se passer en secret pour un des personnages et qui ne vont jamais jouer leur aventurier pour contrer le truc ou machin, mais qui vont en permanence poser des moments de quiproquo, d'intervention appropriée et coïncidentielle qui rapportent du jeu, qui rapportent, etc. Tu vois? Et, et encore une fois, on n'a pas besoin de faire de phrases pour ça.
Tu vois, on n'a pas besoin d'être, enfin, voilà, on n'est pas à Avignon, quoi. T'as un problème avec les théâtreux, hein. Ben non, j'ai pas de problème avec les théâtreux. J'ai pas de problème avec, j'ai pas de problème fondamentalement, j'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème avec le fait que les grandes gueules autour d'une table de jeu écrasent ceux qui parlent pas. Et ça, c'est un gros problème et c'est un vrai souci. Et pour moi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis arrivé à cette conclusion. C'est qu'en observant les trucs, en voyant les joueuses timides, qui osent pas parler, qui osent pas prendre la parole, qui se battent pas pour prendre la parole, qui, et qui sortent des parties frustrées parce qu'elles ont eu des idées et que jamais elles ont eu l'espace pour s'exprimer. Parce qu'autour de la table, tu as des bonhommes qui arrivent et blablabla, ils font des tirades et ils parlent tout le temps et ils laissent jamais les autres. Voilà. Alors, moi, ça a amené à des choses. C'est que maintenant, enfin, quand je maîtrise, j'ai le petit doigt, enfin, j'ai l'index impératif. C'est à toi de parler. Toi, tu te tais. Toi, ce sera à ton tour après, tu as déjà parlé, maintenant c'est à toi, etc. Donc, j'ai l'index impératif et je dirige les tours de parole de façon à ce que tout le monde ait son espace de parole. Et il est hors de question qu'un joueur revienne en disant oui, mais au fait, tiens, j'ai oublié. Non, c'est pas à toi, c'est à lui. Voilà. Et c'est hyper important pour moi de faire circuler le truc. Et c'est efficace parce que d'un coup, tu as des expressions de jeu enfin, tu as des joueuses qui vont s'exprimer en partie, qui vont avoir des idées et qui vont se révéler à elles-mêmes aussi, voilà. Mais par contre, j'exige jamais qu'on me fasse des phrases compliquées. On peut dire: «Mon personnage, dit à l'autre que peut-être, ce serait bien que», voilà. Tu vois? Tu es pas obligé de surinterpréter. Donc moi, j'en suis arrivé à ce truc-là. Maintenant, quelqu'un qui me fait une super tirade et que tout le monde autour de la table est ravi qu'il fasse des super tirades, ben, OK, ça fait partie de la dynamique du groupe, du contrat social de la table, ça fonctionne bien, puis ça fait plaisir aussi, enfin, je veux dire et puis, il faut aussi laisser son espace d'expression, au théâtreux, enfin, tu vois, à celui qui a envie d'interpréter son truc. Faut aussi qu'il prenne son plaisir, donc faut pas l'interdire. Faut Parce que faut déjà, l'encadrer, mais il faut l'accompagner, mais il faut l'autoriser, il faut le permettre et il faut l'encourager même quelque part. hop, je lève plus le doigt, je menace de la baguette magique. Ouais, tu Euh, le totem de parole. non, c'était juste. Enfin, je m'étais noté le problème des grandes gueules, mais tu l'as abordé tout seul, tout en sachant que moi, je me classe hein, clairement dans les grandes gueules. Enfin, toi, j'aime bien blablater. Faut que je fasse un effort conscient pour pas marcher sur les autres, hein. C'est même pas un truc du genre oh, tu es un méchant. C'est. Enfin, toi, autant la grande gueule, nous, on doit faire un effort conscient de se dire ah, je suis pas tout seul ou ah, tiens, là, ça fait 5 minutes que je parle. Et à contrario, bah, toi, c'est le même type d'effort pour celui qui a du mal à parler, de bon, bah, j'essaye de dire un truc. En Mais sachant que, bah, ah oui, j'ai même t'as pas le pas dit tout, choix, du tout le contraire, hein. C'est moi qui me positionne, qui fais du hein. Ouais. théorique. Et je suis comme toi, hein, je suis obligé de faire un effort. Moi, je suis un très bon joueur en solo, hein. Un MJ, un joueur, le MJ, il s'emmerde pas, hein, jamais. Mais et le problème, c'est qu'on peut être 5 autour de la table, je peux jouer solo, quoi, c'est pas le problème. Et sauf que non, quoi, tu obligé de faire vachement attention aux autres. C'est tout le principe de faire attention aux autres, tu vois? Et c'est pour ça que pour moi, le rôle du MJ, c'est, ça fait partie des conseils que je fournis dans mes bouquins, c'est toujours dire, tu fais attention aux effets de parole autour de la table. Tu contrôles les effets de parole autour de la table. Tu es attentif aux dynamiques entre les joueuses. Hem, que ce soit des joueuses qui se connaissent très bien entre elles ou des joueuses, alors généralement ça se passe beaucoup mieux comme ça, ou des joueuses qui jouent pour la première fois ensemble. Il faut être hyper attentif, il faut que chacun trouve son espace. Donc il faut, je dis pas que je le réussis à chaque fois, hein. J'ai joué en convention l'autre jour, c'était ma 6e partie du week-end et à la 6e partie du week-end, je t'avoue que j'étais tellement cramé que je sais que j'ai raté des trucs et en plus c'était très drôle parce que comme j'avais écrit, tous les conseils de Donjons et Chatons et tous les conseils de Cœur Vaillant, Hem, je maîtrisais, j'avais l'impression de me regarder par-dessus mon épaule en disant: «Non, non, là tu suis pas tes conseils, fais attention, fais comme tu as écrit» et j'avais la moitié du cerveau qui maîtrisait et l'autre moitié qui m'observait maîtriser en disant: «Respecte les conseils, fais attention à tel truc, fais attention à telle chose, ah là tu t'es raté», et cetera et c'était horrible et je sais que sur la dernière partie, j'ai clairement raté des trucs parce que j'étais trop fatigué pour faire le boulot, quoi.
tu vois. Et, Alors, du coup, plein de choses. Sauf si tu n'as pas fini, je t'en prie. non, vas-y, mais on était parti sur l'écriture, puis là on est parti sur les On techniques de va revenir. maîtrise. Mais, Je peut-être qu'on remonte. peut revenir sur. Voilà. Ouais. Hop, je balance tout, tu reprendras. Donc, effectivement, tu as évoqué l'énergie pour bien maîtriser. Putain, j'arrive même plus à me relire, mais c'est une aberration. Oui, tiens, sinon, ta définition de tiens, je me sentais derrière moi, c'est la définition de la conscience par Pratchett. Voilà, bon, on a fini pour les remarques débiles. Quand tu parles de ce côté, les grandes gueules, pas être, toi, pas écraser l'autre, je pense que ça se fait naturellement pour une grande gueule à partir du moment où tu as compris que tu es dans un jeu de société où tu fais société à créer une histoire ensemble et pas dans un jeu de société au sens je suis au Monopoly et je suis là pour m'imposer. Enfin, C'est pas évident pour tout le monde, hein. ouais. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rappelle. Et même moi, hein, et toi, moi, des fois, il y a ma femme, après la partie, elle me fait: «Non, ce soir, tu as été chiant. Donc tu me refais pas ça la prochaine fois, sinon, voilà». Et donc ça m'arrive, hein, tu vois? Et tu as beau savoir que tu fais société, tu as beau savoir que tu fais attention et voilà, c'est Je t'abandonne un instant pour mon chat. Je fais société avec mon oui, chat qui ouvre la bah, fenêtre. fais société avec ton chat. C'est bien, mon ami. Non, non, mais c'est compliqué et en même temps, il faut pas interdire, il faut accompagner, il faut encadrer et en même temps laisser des espaces à chacun. Il faut que tout le monde s'amuse, quoi. Mais tu vois, ça fait partie des conseils dans Donjons et Chatons. J'ouvre là-dessus, j'ouvre sur, on joue en groupe, la bienveillance avec les autres, pas chercher à écraser l'autre, rire avec et pas rire d'eux, tu vois? Enfin, tous les principes de rappeler des principes bêtes de, bah, les gars, on est autour de la table pour s'amuser, pour se faire plaisir les uns les autres. On s'aime, tu vois? Ça, c'est ce que je disais, c'est tu et moi et puis pour le MJ, c'est, ben, c'est quoi ton but? C'est juste de montrer que tu es le plus intelligent, le plus fort et machin ou que tes amis, ils reviennent la semaine prochaine, la semaine suivante pour continuer la partie? Parce que tu auras pas le même effet selon l'un ou l'autre, hein Ouais, mais et il tu y a dis un des moment phrases où, intelligentes que je voulais me mettre en valeur. Toi, je voulais me citer moi-même parce que il y a longtemps, sur une vieille vidéo où il y avait la polémique de peut-on pas gagner en jeu de rôle? J'ai dit que ça n'avait aucun sens parce que ben voilà, faut faire société et qu'en fait, on gagne. Enfin, il y a vraiment une manière de gagner au jeu de rôle, c'est avoir envie de recommencer la semaine prochaine quand tu as fini la partie. Enfin, bah, mais c'est marrant, littéralement, c'est même pas en petite phrase philo à la con. C'est littéralement, si tu veux un comment qu'on a gagné, c'est si on a envie de revenir la semaine prochaine. alors je pourrais te répondre à cette question un peu plus tard, mais parce que, on causait avec Brand de ça l'autre jour. J'essayais de poser une définition de ce qu'est le jeu de rôle, voilà, et je mettais: «C'est un jeu dans lequel il y a ni gagnant ni perdant» et il me dit: «Oh, je suis pas d'accord, machin» et du coup, ça fait, 15 jours, 3 semaines que cette idée me tourne, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller plus loin que «je suis pas d'accord». Et donc, je ne sais pas pourquoi il est pas d'accord, pas vraiment, mais moi, de mon côté, je continue à argumenter dans ma tête en mode: «Attends, si, parce que quand même, parce que tu vois, il y a t». Alors, je suis pas au bout de ma réflexion, je vais pas te répondre maintenant, parce qu'il y aurait ou alors, on est reparti pour 1 heure juste pour, articuler, des pensées, qui sont en construction. Et je pense que et en plus, j'ai pas encore eu l'avis, d'autres personnes. Donc on va pas faire ça maintenant, mais, on pourra en discuter plus tard, ouais. Parce que c'est un truc hyper important, ouais. On le met de côté. Je reviens à la question qui avait été notée avant. Je remonte mes questions de feuilles. Mais du coup, ça devient vieux, là, c'est froid. Mais dans l'interprétation, parce qu'à un moment, tu parlais d'interprétation entre celui qui va faire des grandes tirades parce qu'il joue son rôle comme un théâtreux, et tu auras aussi l'interprétation de la personne qui va, au contraire, avoir une position de romancier. Toi, ça va Oui, être justement mon personnage fait tatati tatata, et ça, c'est déjà du roleplay. Enfin, déjà du roleplay, non, déjà de non, l'interprétation dans la oui, mais sous-catégorie. il y a oui, oui, mais tu as plusieurs niveaux d'interprétation, mais l'interprétation du, heu, OK, j'ai fait 20, à mon jet de toc, c'est déjà enfin, comment dire? C'est pas de l'inter c'est déjà de l'interprétation parce que tu es déjà en train de communiquer avec l'autre quelque part. Ce que je veux dire, c'est, mais bon, c'est pas vraiment de l'interprétation parce que l'interprétation, effectivement, c'est le moment où tu vas avoir conscience que tu es pas juste dans un dialogue, mais que donc dans un dialogue à bâton rompu avec le MJ et les autres joueuses autour de la table,
mais c'est le moment où tu vas prendre conscience que le langage a une puissance performative et que choisir ses mots, choisir son vocabulaire, choisir, sa manière de tourner les choses, crée des conditions supplémentaires. Parce qu'il est évident que, dire: «J'essaie de baratiner le garde pour, qu'il me laisse rentrer, dans les geôles», c'est une manière de faire les choses. Et dire: «Ouais, OK, dis donc vieux, si je te file, 3 pièces d'or, tu me laisses rentrer, mais parce que toi, c'est la petite Lison là de l'auberge à côté qui m'a dit que tu avais des problèmes, en ce moment et moi j'aurais besoin de», tu vois? Si tu commences à faire ça, on est dans la pure interprétation, mais du coup, tu amènes des choses supplémentaires. Tu amènes, c'est pas seulement que tu interprètes, c'est que tu amènes des éléments narratifs supplémentaires. Tu crées du jeu, tu crées de l'univers en faisant ça. Donc le moment où tu passes en interprétation, c'est un moment où tu prends conscience de ta capacité de poète, d'aide, de créateur par le verbe, quelque part. Mais toutes les joueuses n'en sont pas capables. Enfin, c'est et moi, ce qui me désole, c'est de me dire que, on pourrait considérer que des joueuses qui ne sont pas capables ne sont pas des bonnes joueuses. Tu vois, c'est ça le truc. Sous prétexte que, comme c'est un jeu de langage, il faudrait être bon en langage. Et tout le monde n'est pas bon en langage, tout le monde n'est pas bon à s'exprimer, surtout en public, et tout le monde ne maîtrise pas alors souvent les MJ, ils font MJ parce que justement, tu vois, il y a un peu de vocabulaire, un peu de connaissances et puis un peu de bagou. Mais mais en vrai, tu tu tout le monde n'est pas capable de ça. Tout le monde n'est pas capable de cet acte créateur du poète, quelque part. C'est-à-dire de créer par le mot, de créer une réalité par le mot. Et l'interprétation, c'est ça, d'une certaine manière, quand c'est bien fait. Parce que du coup, j'avais envie de dire, moi, si je dois définir c'est quoi la prise de conscience, où selon moi, j'ai l'impression qu'il y a interprétation, et là, on parle de nous, hein, c'est pas du tout quand j'arrive dans le délire du poète, du oh, tiens, les mots que je vais dire vont s'inscrire dans un univers que nous créons tous ensemble. C'est vraiment le moment où j'ai la sensation de distanciation. Je joue pas, je joue un personnage. Enfin, Alors c'est con, c'est des phrases de base, mais vraiment pas qu'est-ce que moi je ferais dans ce monde, machin. Qu'est-ce que moi, en tant alors qu'auteur, le personnage, je dis qu'il ferait? alors c'est marrant parce que, dans le cha dans CV2, le chapitre où chapitre de conseils dans lesquels je parle de ça, je finis en disant: «La différence, c'est le roleplay, c'est que tu joues ton personnage, l'interprétation, c'est que tu interprètes ton personnage». Et pour moi, il y a une vraie différence entre les 2. Tu vois ce que je veux dire? Et hem et heu et là tu reconfonds les 2 en disant: «Quand tu interprètes, c'est que tu joues». Non, tu oui, tu le joues, mais tu le joues au sens, jouer une pièce de théâtre, tu vois? Enfin, je sais pas comment je peux dire, au sens jeu floral ou jeu, hem, hem et tu vois? Et tout le problème, c'est ça, Ah non, moi, je c'est t'avoue, ce cette que je sous-entends confusion. quand je dis joue, c'est qu'est-ce que mon personnage ferait logiquement. Enfin, toi, c'est pour ça que j'ai dit comme un romancier avec un personnage. T'as le côté, il m'appartient pas, il s'appartient à lui-même, et qu'est-ce Oui, que, selon moi, il ferait en s'appartenant à lui-même. oui, mais ça, c'est du roleplay. Mm. Ça, c'est la partie roleplay, mais Ouais, mais tu as c'est pas ça que je mets besoin. dans le mot joue. Toi, on devrait commencer cette vidéo en définissant nos mots. Ben voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu exprimes là, pour moi, c'est la partie roleplay. C'est-à-dire que tu joues ton personnage, c'est-à-dire que tu réfléchis à effectivement à sa psychologie, à son histoire, à son background, à son truc, et cetera. Et c'est quelque part, c'est très intériorisé. Le roleplay est quelque chose de très, très intériorisé, heu, alors que l'interprétation est quelque chose de très extériorisé. Tu vois? Si on devait faire une différence entre les 2, un peu à ce niveau-là. Parce que et encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre et l'un n'implique pas l'autre. Tu vois? Il y a des gens qui interprètent très bien et qui, le leur personnage, c'est 3 chiffres sur un truc et pourtant ils vont faire des mots, quoi, tu vois? Enfin, ils vont être capables d'exprimer des choses, voilà. Donc
Mais encore une fois, tu vois, Après, moi, je pose un truc là sur la table en mode, «Eh les gars, maintenant vous vous démerdez». Ça, c'est ma conception du truc, tu vois? C'est parce que c'est ça le point de départ. C'était de dire, les conseils, c'est quelque chose de très personnel, qui n'ont aucune valeur universelle, qui sont juste des choses que tu mets sur la table à destination de tes lecteurs, et ils s'en emparent et ils en font leur propre matériau personnel, et j'attends pas que les gens soient d'accord avec moi ou soient, ce serait même triste parce que peut-être que j'ai des impensés, des angles morts, des tas de trucs qui qui fonctionnent pas dans mes définitions. Hem et donc tu vois, c'est très que tu sois pas entièrement d'accord ou que tu considères que peut-être il y a des choses qui sont plus subtiles, tu vois, plus ambivalentes, bah, ça me convient. Je suis pas d'accord, mais ça me convient. Enfin, tu vois? C'est ouais, non, mais l'important, c'est que ça soit génératif, quoi. voilà que et les conseils, ça fait partie des choses qui sont de la même manière qu'on pourra peut-être revenir sur les textes, sur la manière d'écrire les textes, mais que les textes doivent être effectivement, comme tu dis, génératifs. Hem, ils doivent libérer, pas paralyser, quoi. Pour moi, c'est vraiment le truc, et c'est une des choses que notamment, a conduit, enfin, c'est mon expérience sur le vaste monde qui a conduit à la création, l'écriture du premier Cœur Vaillant et de l'univers d'Argosia. C'est justement cette question de libération et de qu'est-ce que tu en fais, en fait? Qu'est-ce que et pourquoi tu écris, et avec quelle, comment dire? Avec quelle intention derrière? Et on pourra revenir dessus parce que pour moi, ce passage, entre guillemets, avec l'écriture Vaste Monde et l'écriture Cœur Vaillant a été un moment extrêmement important dans ma progression, d'auteur, quoi. Voilà. Je prends note. Ah, parce qu'on dit tellement, on pourra revenir dessus, que si je garde pas des traces, voilà, je vais être obligé de nous réécouter, j'aime pas ça. Ah, c'est Mais insupportable. ouais, ouais, et du coup, voilà, ces questions d'écriture, alors c'est marrant parce que «No», par exemple, ça a été écrit il y a 5 ans, donc c'était des moments où c'est pas encore des il y a beaucoup des questions que je me posais qui étaient pas encore là, enfin que je me pose aujourd'hui qui étaient pas encore là, et pourtant, tu vois, No a déjà une manière d'écriture qui essaye d'aller à l'essentiel, qui essaye de poser des choses sans alourdir, sans surcharger, quoi. D'évoquer plus que de préciser, et de façon à ce que chacun puisse s'emparer de la chose, s'emparer de l'univers le plus facilement possible pour lui-même. Parce que le principe, c'est pas de jouer mon univers, tel que moi je le vois et tel que moi je l'intériorise. C'est de jouer à partir d'une base donnée, c'est de jouer son propre univers, en fait. C'est d'utiliser le matériau, de base pour, évoquer des choses qui cristallisent tes propres, comment dire? Tes propres idées de MJ, tes propres envies, tes propres désirs. C'est la même, en fait, c'est le même principe en direction du MJ que le principe du sandbox est en direction des joueuses. C'est-à-dire que le sandbox, pourquoi jouer en sandbox? C'est de dire, c'est comme Jodassin, quoi. On ira où tu voudras, quand tu voudras, et on s'aimera encore quand l'amour sera mort. Voilà, c'est vraiment ça. C'est: «Les gars, voilà la situation, voilà les circonstances, voilà l'univers. Je vous donne le maximum de cadre et de», tu vois, c'est pédagogie institutionnelle. Je vous donne un cadre et je vous donne des outils, et à l'intérieur de ce et tant qu'on reste dans ce cadre et avec les outils et dans cette ambiance, et ben, je vous suis. C'est-à-dire, si vous vous intéressez au gros fil rouge avec le grand méchant et que vous poursuivez le grand méchant à travers le monde, je vous accompagne. Voilà. Si vous décidez de vous poser à l'auberge et de regarder passer la vie, et ben, les gars, bah, très bien, mais il se passera aussi des choses parce que vous n'allez pas vous intéresser, aux grandes conspirations, du royaume, mais les histoires d'amour, de la serveuse et du forgeron, et ben, vous allez y être mêlés,
et ce sera du jeu tout pareil, et ça va vous passionner. Enfin, je vais essayer de faire en sorte que ça vous passionne, puisque vous avez décidé de rester à l'auberge. Et peut-être que ce qui vous passionnera, c'est le secret de l'auberge, ou la question de l'organisation de la prochaine grande fête du village, etc. Et si c'est ça que vous avez envie de jouer, et c'est ça qui vous fait plaisir, là, maintenant, tout de suite, dans le cadre que je vous ai posé, c'est ça qu'on va jouer. Et si vous voulez courir, juste faire des donjons et aller buter des monstres, eh ben, on courra des donjons et on butera des monstres. Et mon objectif, moi, je me suis fait plaisir en créant un cadre, mais mon objectif maintenant, c'est de vous faire plaisir en vous laissant faire ce que vous voulez dedans. Et là, écrire, en fait, quand tu écris un bouquin comme No, bah, c'est un peu le même principe. C'est tu poses un cadre et tu le proposes au MJ en lui disant je ne t'oblige à rien, je te propose un cadre, je te propose un contexte, et je vais essayer de te donner tous les outils pour que tu en fasses ce que tu as envie d'en faire. Donc les outils, ça va être la manière d'écrire les choses de façon à ce que ce soit facile à prendre en main. Ça va être éventuellement les conseils, ça va être le contenu, la quantité d'informations, à la fois en profondeur et à la fois en variance. Là, tu parlais de TerraX l'autre jour dans ton émission. Oui, je t'écoute, hein, des fois. Tu disais qu'il y avait beaucoup de factions, etc. Mais en vrai, la description des factions est assez courte. Tu vois, c'est une page et demie. Format poche, tu vois, c'est court. Et à chaque fois, c'est OK, ce qu'on sait de la faction, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses moyens. Enfin, tu vois, c'est posé de manière assez. Donc, par contre, j'essaie de pas aller trop en profondeur pour donner juste ce qu'il faut pour gérer le truc, pour ouvrir. Et je donne en largeur beaucoup de factions différentes, ben, juste pour donner de l'inspiration, pour dire bah, OK, il se passe plein de trucs dans le monde. Et si tel truc t'intéresse pas trop, bah, il y a peut-être celui-là qui t'intéressera plus en relation avec celui-là ou pas. Mais fais ton marché, quoi. En gros, je t'oblige pas à faire un repas avec 3 ingrédients, mais je te laisse le choix parmi 25, quoi. Je vais essayer d'être synthétique. Parce que toi, quand tu parlais du sandbox, j'avais presque un aspect contre-intuitif, au sens où on est sur comment fournir le minimum. Mais dans ton développement de sandbox, un MJ apeuré pourrait se dire ah ben oui, mais alors, du coup, je vais avoir besoin de PNJ de l'auberge déjà décrit, et puis de savoir que machin, il est amoureux de machine, et puis de. Voilà. Et du coup, enfin, en gardant cette histoire, par exemple, d'amour, même dans No, qui a une bonne tendance minimaliste, il y a déjà des histoires d'amour qui sont tissées à droite et à gauche. Quand tu arrives sur Pax et Réunion, on est sur un truc qui est encore plus allégé au sens où tu as des intrigues, des graines d'intrigues à droite et à gauche. Mais toi, tu as par exemple nettement moins de PNJ qui te sont donnés. Ouais, mais parce qu'à un moment donné, il faut avoir un espace de liberté, un espace de création qui ne te soit pas imposé. Si je commence à décrire l'ensemble des figurants de l'auberge, de la taberge, le MJ, il va en faire quoi? À part avoir une liste de PNJ, etc. Il va rien en faire. Au sens où, ça voudrait dire qu'il les lise, qu'il les apprenne par cœur, qu'il ait la distribution en tête, au moment où il joue. Le MJ, il est comme les autres joueuses, hein. Il est là, il arrive le vendredi soir après une semaine de boulot, il a eu, 1 heure pour réviser sa copie, avant de se mettre à table. Et franchement, il a pas le temps d'apprendre par cœur. Enfin, tu imagines la charge mentale, quoi, du truc, quoi. Déjà de maîtriser, mais s'il faut en plus que tu apprennes une distribution de 25 PNJ, c'est un des gros intérêts des gros intérêts du world building, en session 0 avec tes joueuses, c'est d'éviter l'infodump inutile. C'est de dire: «OK les gars, voilà le truc, je vais vous poser des questions, vous allez inventer des PNJ, vous allez inventer des lieux, vous allez inventer des trucs, mais finalement ça tient lieu d'infodump, sauf que c'est un infodump qu'on a fait en commun. Et donc, au lieu d'être là en train de bâiller aux corneilles en écoutant le MJ pérorer, tu as été actif, tu as pris des notes, et ce que tu as créé, tu l'intègres dans le jeu. Tu l'intègres tout de suite dans ton personnage, dans ton background, dans tes trucs. Tu as déjà des images. Avant même de commencer à jouer, tu as déjà toutes les informations. Là, il n'est pas question, de la même manière, il n'est pas question de prémâcher ce genre de boulot pour le MJ. Le mieux qu'on peut faire, comme aide,
c'est des tables aléatoires. Dire: «OK, qui peut bosser à l'auberge?» Bon, bah, il y a machin, 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 et puis là, tu as une table de nom, tu as une table de caractères, enfin de traits de caractère, tu as une table de motivation ou d'histoire personnelle. Tu fais 3 jets, tu mélanges les trucs et tu crées toi-même le matériel dont tu as besoin et en n'oubliant pas qu'en plus, le principe des tables aléatoires, c'est pas les listes aléatoires qu'il y a dedans. Le plus important dans la table aléatoire, c'est la question qu'elle pose. Quel est le nom de machin? Quel est son trait de caractère principal? Hem, quelle est l'histoire, dans le village, dans lequel il est impliqué actuellement? Parce que ces questions-là, à partir du moment où tu les poses, tu as même pas besoin toi auteur de donner des réponses. Tu peux juste te contenter de poser les questions et de laisser parce que c'est déjà dirigé l'imaginaire de la personne qui va lire et qui va devoir y répondre. Je dois créer un PNJ. Est-ce que j'ai besoin de 12 pages de table pour créer le PNJ ou est-ce que j'ai besoin de 12 questions? Est-ce que 12 questions, ça suffit pas? Tu vois, on en revient là à la question de comment dire? De revenir un peu sur le côté, serrer l'écriture et cetera et des fois, je me rends compte que moi, quelques questions me suffisent largement pour imaginer des choses et en même temps, des fois, c'est drôle de passer un quart d'heure quand tu es auteur et que tu manies les mots, qu'est-ce que c'est drôle de passer, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures à rédiger le contenu d'une table. Parce que ça te parce que quand tu es MJ et alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que moi, quand je passe 1 heure à écrire le contenu d'une table, j'ai passé 1 heure à me créer, moi, du matériel mental que je vais réinvestir sans jamais avoir plus besoin de consulter la table. Mais la table que je fournis, bah, il faut que les mecs, ils la lisent, il faut qu'ils l'apprennent et en réalité, les gens à qui je la propose, eux qui n'ont pas fait ce travail de l'écrire eux-mêmes, cette table, bah, finalement, c'est comme si je leur filais, des pages de littérature qui vont pas leur servir parce que, sauf à lancer un des 20 dedans pour, voir, ce qu'ils en tirent. Donc tu vois, même moi, déjà, je suis dans une situation quand quand j'écris une table aléatoire qui est même pas la même que celle de la personne qui va avoir à l'utiliser en Ouais. jeu, tu vois? Et donc hem Donc, alors c'est une vraie question ce que tu poses. Moi, je me suis rendu compte cet été, tu vois, j'ai fait jouer, par exemple, j'ai fait jouer les gazettes d'Argosia que j'ai écrit au mois de juillet et d'août là. Enfin, juin, juillet, j'avais écrit 2 gazettes d'Argosia et je les ai fait jouer toutes les 2 sur 3 jours à chaque fois, donc l'équivalent d'une vingtaine d'heures de jeu, donc à chaque fois, il y a, un des 2 notamment, on a dû jouer, heu on a joué une sous-faction, une faction secondaire, enfin les histoires autour d'une faction secondaire et on a vaguement égratigné, l'une des factions primaires et on a très, 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 très vaguement égratigné le fil rouge principal et en 20 heures de jeu, quoi. Donc je te dis si on a joué, 5 du contenu du sandbox, c'est le bout du monde et en fait, j'ai passé mon temps à utiliser un paragraphe du scénario, hem, en gros et à imaginer toutes les implications que ce paragraphe pouvait avoir dans l'univers et ça m'a amené justement à réfléchir à un truc là dernièrement, après ça, à me dire: «Mais en fait, la technique» parce que tu vois, c'est le principe de s'observer aussi maîtriser, parce que, tu t'observes maîtriser et tu te dis: «Ah ouais, mais en fait, c'est comme ça que je fais. Ah ouais, d'accord, OK. Donc maintenant, je peux essayer d'expliquer aux autres comment je fais pour arriver au résultat que j'obtiens, quoi» et pourquoi le concept de sandbox tel que je les écris, ça fonctionne, c'est opérationnel. Mais le principe, c'était fondamentalement, c'est de prendre tu as juste un paragraphe avec 3 idées dedans et quand tu improvises et ben, en fait, ton objectif, c'est de matérialiser dans le décor et dans les PNJ, le contenu du paragraphe. C'est du show don't tell. Tu vois? C'est le principe. Tu montres et tu racontes pas. Typiquement, si, il y a, voilà, là, c'est un paragraphe, il y avait des oppositions entre des marchands, des machins, il y avait des trucs, construction politique, et cetera.
Comment je le manifeste? Bah, je le manifeste avec, les personnages qui rencontrent un seigneur et puis, qui est en train d'essayer de marier son fils à la fille d'un grand marchand, du même coin, de façon à avoir une alliance entre, la puissance monétaire et la puissance, militaire. Et puis dans le même temps, il y a, une tentative d'assassinat sur tel truc et puis, il y a un empoisonnement, parce qu'il y a, des gens qui cherchent à empêcher cette alliance et donc tout ça, c'était, 2 phrases dans le texte initial et ensuite tu réfléchis, tu dis: «Bon, les personnages arrivent en ville, comment je matérialise, comment je manifeste ces 2 phrases?» OK, bah, j'écris 3 noms de PNJ et j'écris un bout de enfin, tu vois? Et j'improvise un bout de relation entre trucs et si les joueurs étaient allés dans une autre ville ou s'étaient intéressés à autre chose, il est vraisemblable que ces 2 phrases, je les aurais mis en scène de manière complètement différente et le problème, c'est que si ces 2 phrases, je commence à tout décrire dans le, par le menu, en disant, ben, en gros, c'est le principe d'une enquête dans lequel tu dis: «L'indice, il est, entre les mains, d'un SDF qui est dans la rue, dans telle rue précise, les nuits, du mardi au jeudi, mais pas le reste du temps», tu vois? Et si en gros, si tu rencontres pas le SDF à la bonne heure, dans la bonne rue, tu auras jamais l'indice. Bah non, c'est pas comme ça que fonctionne une enquête en jeu de rôle. Tu réfléchis à une information que tu dois donner et aussitôt que tu peux la donner, quelle que soit la forme que l'indice va prendre, le témoignage, le machin, l'endroit, dès que les joueuses posent la question qui peut les amener à avoir l'information, tu donnes l'indice, sous la forme qui sera la plus appropriée au moment où tu dois la donner. Et là, c'est pareil dans un sandbox. Les 2 phrases qui sont dans le petit paragraphe super court, tu les manifestes de la manière la plus appropriée en fonction de là où les joueuses ont décidé d'aller avec leur personnage. Et donc tu suis tes joueuses, tu les accompagnes partout où elles vont, tu les laisses faire, tu les laisses prendre le truc. Mais jamais elles sont jamais dans un cul-de-sac. Elles ont toujours l'information qui va arriver d'une manière ou d'une autre à partir du moment où elles pensent à poser des questions, tu vois? Ou à s'intéresser au truc. Et c'est ça le principe d'un sandbox. Tu as le sandbox, ça c'est ce que le MJ doit faire vis-à-vis des joueuses. Et toi, en tant qu'auteur, quand tu écris ton truc, c'est ce que tu dois offrir au MJ. C'est-à-dire les informations pertinentes qu'il va pouvoir manifester et mettre en scène de la manière la plus appropriée en fonction de ses envies, des circonstances, de l'heure qu'il est dans la partie, de ce qu'il a mangé le soir, du dernier film qu'il a vu, démerde-toi avec ce que je te donne pour incarner ton propre être, ta propre culture, tes propres désirs, tes propres plaisirs, en fait. Tu vois? Et c'est Ah, compliqué, mais je hein. dis plus C'est pas rien, que j'y arrive, pardon. hein. Ouais, non, mais je dis plus rien parce que justement, là, tu m'affoles. On va finir cette interview. Je vais retourner sur mes écrits en modifiant des tas de trucs à droite et à gauche. Et ça va t'hérisser le poil. Mais toi, on pourrait appeler cette vidéo les masterclass du Grumpf, quoi. Ça fait quand Bah, même bien oui et réfléchir. non, parce que là, je pose, des choses, mais ça m'empêche pas des fois d'écrire des trucs qui ne fonctionnent pas. Moi, j'ai les retours que j'ai des fois sur certains des sandbox que j'ai écrits pour les gazettes d'Arcosia, bah, on me fait remarquer: «Ouais, telle faction là, elle est pas terrible, tel truc, ouais, c'est pas super utilisable» et cetera. Mais c'est aussi parce que justement, j'ai pas forcément encore réussi à fournir les modes d'emploi. Parce que je sais ce dont moi j'ai besoin autour de la table de jeu, donc j'écris pour moi ce dont j'ai besoin, parce que je sais que ça, c'est des choses que je vais pouvoir utiliser. Mais comme je te disais, à un moment donné, il faut que j'arrive, et c'est pas facile, et ça me prend vachement de temps, il faut que j'arrive à m'observer en train de faire les choses pour être capable de transmettre mon, ma méthodologie. Et c'est super compliqué, enfin, c'est super compliqué, quoi. Oui, Et, c'est euh, plus et écrire pour surtout, toi, c'est écrire ce qui n'est valable que pour soi, mais pour que ça soit compréhensible par autrui. voilà, mais c'est ça qui est compliqué parce que tu peux pas écrire, il y a pas d'écriture universelle. Tu peux pas écrire pour le lecteur idéal, parce qu'il n'y a pas de lecteur idéal. Et en fait, ton principe quand tu es auteur, c'est toujours d'écrire pour le lecteur idéal. Celui qui va te comprendre sans que tu aies besoin de lui expliquer. Tu sais, c'est le principe de la télépathie de Stephen King, quoi. Hem, c'est, tu écris pour des gens que tu connais pas, qui te liront, ailleurs et à un autre moment et dans des contextes complètement différents.
avec des cultures différentes et dans lequel tu n'as aucun paramessage possible. Tu n'as que ce que tu poses sur le papier qui peut transmettre ce que voilà. Donc tous les non-dits, tous les sous-entendus, tous les trucs à lire entre les lignes, et ben, il faut que tu fasses confiance à la personne, au lecteur pour les voir et les saisir. Et il y a la moitié des lecteurs qui vont les voir et tu as l'autre moitié qui vont pas les voir et tu as la troisième moitié qui vont les voir, mais pas les comprendre de la bonne façon. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, tu es niqué. Donc tu es obligé, à un moment donné, tu es obligé d'accepter le fait que, ben, ça vient comme ça vient et puis, tu fais au mieux et tu essaies de réfléchir à ton écriture, de façon, avec une espèce de cohérence. Voilà, mais bon. Mais encore une fois, ça, c'est valable pour moi et je me mets pas du tout dans la peau de tous les auteurs, parce qu'il y a d'autres personnes qui écrivent et qui écrivent différemment, avec d'autres envies, d'autres idées, d'autres techniques et c'est tout aussi valable. C'est pas il y a pas de ju encore une fois, il y a pas de jugement de valeur. À part qu'il y a 2 méthodes, la mienne et la mauvaise, quoi. Bien sûr, comme d'habitude, mais toujours. Oui, Voilà, oui, ça, c'est ton ça retour d'expérience sur ta propre pratique. Ouais. voilà et heu et donc c'est vrai que ce soit pour Pax Sérignon hem, ou pour, heu, ou pour Mhm. No, heu, mais No ça a été écrit il y a longtemps déjà. Et Pax Sérignon aussi, parce que Pax Sérignon, c'est il y a 3 ans, l'écriture a eu lieu il y a 3 ans et No, l'écriture a eu lieu il y a 5 ans. Donc tu vois, c'est des choses qui ont mis du temps à sortir. Hem En grande partie de ma faute, mais pas que. De la faute de personne en fait, ça a mis le temps que ça fallait pour que ça mature et c'est des projets, c'est 2 projets qui ont été mine de rien assez importants même dans la conception de ce qu'on pouvait écrire et comment on pouvait écrire, qui ont vachement influencé sur ce qui a suivi, hein, c'est clair et hem et mais il y avait cette idée déjà, tu vois, dans No, il y avait cette idée de fournir un cadre de jeu qui soit multidimensionnel, avec à la fois le côté, survie de la communauté, à la fois les histoires sociales et politiques, enfin les trajectoires individuelles des individus, heu, qui peuvent servir de cadre pour des tables qui peuvent en entendre, enfin, tu vois, pour des aventuriers qui vont en entendre parler ou pas, ou qui vont s'y intéresser ou pas. Et puis effectivement, du matériel, et là pour le coup du matériel, d'évocation ou d'inspiration pour faire des choses qui se passent dans les vallées, qui soient intéressantes et qui permettent de mettre en fait de donner un éclairage. En fait, voilà, il y a ce qui se passe dans la ville qui est hyper important et ce qui se passe dans les vallées qui est un éclairage sur ce qui se passe dans la ville, qui est un miroir ou qui est une manière de mettre en valeur des choses, de mettre en valeur des dynamiques et qui sinon n'existeraient pas ou ne seraient pas mis en valeur parce que justement il y a sans cet effet de stress de la téléportation du quartier, sans cet effet de révélateur et ben, il y aurait rien de révélé en fait. Ce serait, business as usual, quoi. Et là, l'idée c'était d'avoir ce truc où tu amènes à la fois les habitants du quartier, décrits et puis les aventuriers eux-mêmes, à se révéler à eux-mêmes, en fait, à se à faire des choix, tu vois? On en revient, faire des choix, moraux, éthiques, à à se dire: «OK, avec qui on s'allie, avec qui on travaille, avec qui on travaille pas, quelle dynamique nous plaît, quelle dynamique nous plaît pas, comment on peut, on peut essayer de comprendre les choses». Hem, le gros secret de l'univers est dedans, hein, il est pas caché. Je l'ai pas mis en toutes lettres, mais il est dedans en filigrane. Faut lire et faut faire les liens. Mais voilà et à partir de là, tu développes l'idée, c'était de développer, cette idée, d'exotisme, de dépaysement exotique, de se retrouver, dans une situation où tu es obligé,
t'es obligé de faire des choix qui soient des choix philosophiques et des choix éthiques. Et c'est le fondement du bouquin qui a inspiré le No, qui est un bouquin d'Eric Flint qui s'appelle Ring of Fire. Il y a 28 tomes à l'heure actuelle. Mais il suffit de lire le premier se suffit à lui-même, où c'est une petite ville des Appalaches qui un printemps de l'an 2000 se retrouve téléporté dans le temps et l'espace, au beau milieu de la guerre de 30 ans en Thuringe. Et donc, poum, la ville arrive avec tous ses habitants, ses armes et la Constitution américaine et la liberté de penser et la liberté de conscience en plein milieu d'une guerre de religion des plus incroyablement violentes de l'histoire de l'humanité, quoi. Et à partir de là, eh ben, c'est des histoires de trajectoires individuelles, de choix liés à des choix philosophiques, à des choix moraux, à des choix éthiques, etc. Et avec Eric Flint, que moi j'adore parce que c'est un type qui a été ouvrier toute sa vie, qui a été représentant syndical aux États-Unis, et qui, quand il écrit en disant les histoires ne sont jamais le fait d'un homme providentiel, mais toujours de plein de gens qui, à petit niveau, chacun individuellement, apporte sa pierre à l'édifice pour construire quelque chose. Et à partir de là, il développe toute une pensée, et en même temps, c'est un bouquin, c'est un pur bouquin d'aventure, avec de la fight, de la baston, des personnages où ça y va à fond les ballons, et tu passes ton temps à faire, c'est de la littérature du sublime, tu vois, c'est ta et en avant, quoi. Et donc moi je conseille la lecture, The Ring of Fire, 1632, voilà, et c'est la grosse inspi de No, parce que cette idée de qu'est-ce que tu fais quand tu es transposé avec tes connaissances, ta culture moderne, contemporaine, tes capacités techniques contemporaines, tu es transposé dans un univers qui est pas le tien, et dans lequel il faut, eh ben, tu as des vrais choix à faire, tu vois, science sans conscience n'est que ruine que l'âme, mais on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire, tu as un flingue, est-ce que tu vas l'utiliser, quoi? Ou pas? Et pour faire quoi? Tu vois? Et c'est vachement intéressant, tu vois? Et c'était le principe c'est le principe de No, et pas du tout, pour répondre à ceux qui pourraient se poser la question, de dire: «Ouais, les jeunes de banlieue, c'est tous des gens cool et les flics, c'est tous des salauds». Parce que c'est pas du tout ce que je raconte dans le bouquin, mais alors pas du tout. Les seuls qui sont vraiment des salauds, c'est les 2 du FN, hein, du RN, et c'est tout. Mais là, c'est juste, parce qu'il faut des méchants, hein, dans une histoire. T'as pas pu t'empêcher. Bah non. Ah bah. Sinon, dis donc, vu que l'on devient tout plus léger, je me demande, ça serait peut-être un bon moment de mettre notre clap de fin. Comme ça, on est en 1h30, on est digeste, la vidéo a le temps d'être lue. Et puis on reprendra parce que je pense qu'il y a encore plein à développer. Ça, c'est mes questions, toi. Tu m'as fait Ouais, griffonner. si, il y a un truc dont on n'a pas parlé par rapport à l'écriture qui était vachement important, Ouais, pour finir sur la question de simplification de l'écriture, c'était le passage du vaste monde à Cœur Vaillant. Le ouais. pourquoi du comment. Ben, Et je parce t'en que ça prie. me semble, si tu veux bien me laisser juste 5 minutes, je vais Oui, juste bien conclure sûr, là-dessus, bien sûr. parce que je pense que c'est important pour, justement dans la question de la toute première question initiale, pour moi, c'est vachement important. Vaste monde, c'est un ouvrage littéraire. Je me suis énormément fait plaisir à l'écrire. C'est un gros bouquin avec du background, avec, de l'invention, avec, où tu prends un univers médiéval fantastique et tu le trifouilles, tu le tripotes, tu inventes des choses, et je me suis vraiment fait plaisir à l'écrire, et j'ai fait des très bonnes campagnes dedans. Le problème, c'est que c'est un univers qui, demande de la part des joueuses un investissement considérable d'apprentissage de l'univers. Parce que si tu veux, mmh? Tu as ton chat qui, si tu veux, je continue à parler pendant que tu es pas là, hein. Hem, si tu veux, comment dire, écrire des scénarios qui tiennent compte des spécificités, des subtilités de l'univers, tu es obligé de faire de l'infodump à donf de balle, quoi. Tu es obligé de passer ton temps à donner des détails, des trucs, des machins, des trucs, il faut que ce soit pour montrer à quel point c'est du Medfan, mais pas vraiment.
Enfin, il y a plein de trucs super spécifiques et qui sont super spécifiques qui font la spécificité justement des scénarios et des histoires que tu vas raconter. Mais du coup, c'est un truc que tu peux pas présenter en convention, que tu peux pas présenter à une table de jeu casual, que tu vois, pour des joueuses qui n'ont pas forcément le temps, l'énergie, le cerveau disponible pour se bouffer toutes ces informations-là, c'est pas possible. Et donc, je me rappelle que j'avais présenté à la Queervention de Rennes, j'avais présenté le jeu et je m'étais dit: «OK, je fais un truc, il faut que je fasse le minimum d'infodump, j'essaie de présenter le jeu en 10 minutes, un quart d'heure maximum, l'univers». Donc je m'étais fait un plan et tout et 1 heure et demie. Et non mais impossible de faire plus court, quoi, impossible. Alors que parce que dès que je prenais un fil, poum poum, il y avait la pelote qui se dévidait, mais c'était impossible de faire le truc et j'avais du beau monde à ma table, hein. J'avais des gens bien et tout et à la fin, ben, ça m'a fait un peu mal au cœur de m'entendre dire que: «Oui, c'était sympa, mais bon, un peu long quand même au début, puis bon, on n'a pas tout compris, puis c'était pas super intéressant quand même», tu vois? Les trucs dont tu nous parlais, bon, on en avait un peu rien à foutre et je me suis rendu compte que j'étais passé complètement à côté du truc, quoi, que c'était OK, c'est une œuvre littéraire, Le Vaste Monde, et c'est pas une œuvre ludique. Même les règles, elles sont compliquées. Elles sont pleines de subtilités, alors à la table de jeu, mais avec des joueuses qui les ont pris en main et qui les connaissent et qui acceptent plein de trucs, putain, elles sont géniales parce qu'elles sont justement plein de subtilités et de petits trucs et de machins. Mais à poser à une table de jeu, de base ou à expliquer sur une convention ou sur un one shot et cetera, mais laisse tomber, quoi. Et donc je me suis retrouvé dans cette situation, d'avoir écrit un truc qui était inutilisable. Et c'est une des raisons, ça plus l'expérience les expériences précédentes, notamment de la Lune et 12 Lotus, qui m'a amené à écrire le pamphlet d'Argosia, qui était un des gratuits du mois, en 2020, 2019 ou 2020 et hem et qui était, juste, et si je devais écrire la description d'un univers Medfan vanilla, c'est-à-dire, le plus, neutre possible, le plus insipide possible, en utilisant uniquement les clichés habituels et en restant sur les clichés habituels, comment je peux l'écrire pour que ce soit, fun et avec le minimum de signes? Et donc, j'ai écrit le pamphlet d'Argosia et je l'ai sorti pour jouer avec. Et on l'avait même enregistré en vidéo. On a fait une petite vidéo sur YouTube, et cetera, avec des dessins, en 8 minutes, tu as l'ensemble de l'univers qui est décrit en 8 minutes de vidéo avec des dessins, quoi. Donc c'est super, quoi. Tu mets ça à ta table de jeu en début de partie et voilà. Et ça a démarré comme ça. Et pareil, les règles de Cœur Vaillant, c'était les règles du Vaste Monde, elles sont vachement bien, mais ben, elles sont pas utilisables parce qu'elles sont pas assez simples, elles sont trop complexes, trop de subtilités, elles sont pour des joueuses qui ont envie de passer, 2 heures à et cetera. Pas pour, des joueuses qui vont s'asseoir à table et qui vont avoir juste à lancer les dés, quoi. Donc l'idée et tout le projet de Cœur Vaillant et d'Argosia, ça a été: qu'est-ce que je fais pour avoir un jeu où j'arrive en convention et il y a les joueuses qui se présentent et je leur dis: «Bon, installez-vous, alors c'est du Medfan, hem et on attaque le scénario et j'ai besoin de rien de plus. C'est du Medfan, quoi. Voilà les prêts tirés et c'est parti». Et c'est exactement ce que j'obtiens avec Cœur Vaillant et Argosia. C'est-à-dire que je pars du principe que c'est du médiévalisme, le plus basique possible, avec, les images mentales que les gens se font. Si je parle de gobelins ou d'orques, que ce soit les orques de Warhammer, du Seigneur des Anneaux ou de ce qu'ils ont joué à Donjon, peu importe, ils ont une image de l'orque et c'est l'image de l'orque dans Argosia. Et si je dois apporter des subtilités, si je dois apporter des informations supplémentaires, ce sera dans le scénario et en me basant sur un consensus culturel, heu, sur le plus petit dénominateur commun. Et en vrai, à table de jeu, mais ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. C'est-à-dire que vraiment, en convention, tu les installes et on joue tout de suite. Il y a même pas de même la règle de jeu, tout est sur la feuille de perso, tu en as pour 3 minutes à expliquer, vous lancez un dé 20, vous ajoutez un bonus et il faut faire plus qu'un seuil. 4 types de jets. Enfin, vous avez 4 types de façons de lancer le dé 20, quoi. Donc et ça va pas plus loin, quoi. Et le combat, c'est facile, c'est, streamliné, classique, et cetera. Sauf que c'est riche de la culture que les gens vont amener.
c'est riche de ce que tu peux amener toi en improvisant et en ajoutant comme détail. Finalement, c'est l'histoire que tu racontes qui définit les informations que tu as besoin de raconter, d'ajouter. Et l'exercice d'écriture en étant le plus simple possible, ben, permet d'avoir aussi à la table de jeu des histoires qui peuvent être très complexes, mais dans un univers dans lequel tu n'as pas besoin de raconter les choses à l'avance. S'il y a des choses qui doivent se développer, elles se développeront en cours de jeu, tu vois? Et et ça va même plus loin parce que là, je suis en train de bosser donc sur Cœur Vaillant, mais aussi sur le premier supplément qui sera donc Cœur Vaillant, ce sera un supplément, enfin ce sera le bouquin de base avec les règles et puis les trucs vraiment les plus basiques sur vraiment le pamphlet et pas beaucoup plus. Un bestiaire simplifié, enfin un bestiaire réduit à sa plus simple expression avec des monstres très hyper classiques, hyper génériques, tu vois, pas de monstres spécifiques de donjons, mais vraiment les Pégases, les Griffons, les Méduses, tu vois, les ogres, donc que des créatures qu'on trouve dans plein de mythologies et qui sont un peu génériques. Et par contre, il y aura un bouquin sur Argosia. Et en fait, j'ai commencé à écrire toute la partie bestiaire, notamment sur la partie sur l'humanité. Et donc, j'ai un chapitre sur les paysans, un chapitre sur les châteaux, un chapitre sur les villes, un chapitre sur les voleurs, un chapitre sur les paladins, les mercenaires, etc. Les clercs, les magiciens. Bon. Et en fait, à chaque fois, je rentre dans plein de détails, mais qui sont des détails d'univers. Pour donner un exemple, tu vois, le chapitre sur les clercs. Donc, dans le jeu, tu peux jouer des clercs. Tu vois, tu as le clerc, magicien, voleur, guerrier, voilà. Donc, tu joues des clercs. Les clercs, c'est les représentants des divinités. Et ils sont dans les temples et dans les églises. Bon, bah, basique, ça, c'est le truc de base. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Et dans le chapitre sur les clercs, j'explique, bon, bah, en fait, à la sortie du séminaire, les clercs, tu es clerc à la sortie du séminaire, et bah, tu peux avoir plusieurs fonctions. Si tu deviens un clerc aventurier, on va t'appeler un caplan. Mais si tu deviens clerc dans une petite église, bah, tu vas commencer comme vicaire, c'est-à-dire adjoint du prêtre, puis peut-être que tu deviendras prêtre. Mais si tu travailles dans une collégiale ou dans une cathédrale, c'est-à-dire le lieu central politique des temples du royaume, bah, tu seras un chanoine. Mais si tu travailles auprès d'un seigneur, tu seras un aumônier. Et puis, après, je décris, bon, bah, les églises, elles sont comme ça. Mais alors, il y a différents types d'églises, parce qu'après, tu as les basiliques, les cathédrales, tu as les sanctuaires, tu as les oratoires. Et donc, et puis pour chaque, tu décris des choses. Mais tu vois, c'est pas de l'information importante, c'est pas de l'information que tu es obligé de retenir par cœur en disant ouais, parce que c'est complètement différent. Non, c'est juste du vocabulaire pour nourrir ton jeu. Et en fait, tout le bestiaire, en fait, je ne fournis. Dans les paysans, je vais fournir des listes de choses qu'on peut cultiver dans les champs, de bestiaux qu'on peut élever, les fêtes de l'année, la manière de conserver les aliments pour décrire un cellier, etc. Mais par contre, je vais pas donner de nom de personnage, je vais pas décrire, je vais juste donner de l'information. Enfin, c'est de l'histoire sociale, quoi, presque, et pas de l'histoire événementielle, en fait, tu vois, si je devais aller par là, quoi. Et tu donnes du contexte, mais surtout tu donnes du vocabulaire pour que le MJ puisse intégrer dans sa partie de la richesse et de la profondeur, mais sans que ce soit quelque chose qui soit qui te prenne la tête ou qui soit obligatoire pour comprendre. Il suffit que tu dises qu'il y a une église sur la place du village, que ce soit une basilique, une cathédrale ou je sais pas quoi, on s'en tape, quoi. Une chapelle, on s'en fout, quoi. Et le clerc qui est dedans, que ce soit un vicaire, un prêtre, un chanoine ou n'importe quoi d'autre, on s'en fout, c'est un clerc, quoi. Enfin, tu vois, c'est juste que c'est juste du vocabulaire, en fait. Oui, Et c'est de l'idée, c'est l'habillage. de, hein, C'est de l'habillage. c'est de l'habillage. Et c'est une manière d'approfondir l'univers, mais sans le rendre indigeste. Et sans en faire de l'infodump obligatoire. C'est juste de le rendre riche, mais pas indigeste, quoi. Et c'est vraiment là-dessus que moi, j'essaie vachement de travailler en ce moment sur mes jeux, sur les trucs que j'écris. C'est de
y compris avec les tables aléatoires, et cetera, que j'avais commencé à mettre dans les premiers compagnons de Cœur Vaillant, c'est de fournir non pas du matériel qui va paralyser, mais du matériel qui va libérer, qui va évoquer, qui va te donner des qui va te donner du par exemple, dans le bouquin de base de Cœur Vaillant, il y a énormément de tables où c'est du vocabulaire, des mots pour, décrire le paysage, pour décrire, le micro-relief, pas, juste les montagnes, les machins, mais, ouais, tu as des abrupts, tu as des montées, tu as des, trucs, tu as des voilà. Tu as des petits mots qui servent à décrire, et donc c'est ça le type d'encart que moi je mets dans Cœur Vaillant, par exemple. Je mets beaucoup à différents endroits, je mets beaucoup j'évoque des choses, hem j'essaie de faire le tour de concepts, mais en évoquant en invoquant du vocabulaire, en invoquant du matériel qui va être opérationnel, que tu peux mettre en scène, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le truc. Par contre, je décris aucune région, je décris aucune ville, je décris aucune, ça, c'est dans le scénario. Si je dois décrire une ville, ce sera dans un scénario, ce sera pas dans l'univers, tu vois? Jamais dans l'univers, il est pas en dur. Il ne devient en dur qu'au moment où tu écris, ton sandbox ou ton scénario ou les lieux dont tu as besoin précisément pour une histoire particulière, que tu veux raconter, quoi. Voilà, et ça, c'est devenu, vraiment, ma manière d'aborder l'écriture et de plus pondre d'ouvrages littéraires qui qui soient tu vois? Ça, j'en veux plus, quoi. Je veux plus La écrire ça. différence Je suis entre ce capable de le qu'on faire, mais je sais que je suis capable de le faire, donc j'ai plus besoin de le prouver quelque part, et je me rends compte que c'est pas ce qui est utile autour de la table de jeu, quoi. Donc la différence entre ce qu'on fixe de l'univers quand on écrit et ce qu'on donne comme levier pour que le MJ puisse facilement actionner avec son imagination et construire des trucs. Voilà, et dans Pax et Réunion, c'est ce qui a été écrit, c'est-à-dire que quand tu lis le truc, on pose des situations, on pose quelques noms de PNJ avec des trajectoires, avec des impulsions. Mais ce qui va en sortir ne dépend pas du tout de nous. C'est complètement l'inverse d'un scénario, Appel de Cthulhu, par exemple, où tout est écrit, minuté, organisé parce que ça doit se passer comme ci, comme ça, et puis tout s'articule l'un derrière les autres et que tu as jamais le choix de sortir du truc. Moi, c'est le genre de scénario qui me paralyse complètement. Je suis incapable de faire jouer, mais vraiment incapable, mais par contre, d'avoir juste, OK, il y a machin, il a tel truc à faire, il y a truc qui fait tel truc, il y a tel lieu, dans lequel il peut se passer telle chose, il y a machin. OK, bon, les joueuses, vos aventuriers arrivent en ville, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai posé, le truc de base, maintenant, ils me disent: «Bah, on commence par visiter tel quartier». OK, on va visiter le quartier. J'ai un paragraphe, et j'en profite pour, poser, à partir de ce paragraphe plus toutes les informations que j'ai eues à côté, et ben, je manifeste par mes descriptions ou par des événements, extérieurs au groupe, je manifeste, ben, l'ambiance de la ville, ce qui peut se passer, comment, et puis après je laisse les joueuses me dire sur quoi elles veulent zoomer, et moi je suis le zoom et je les accompagne, et j'improvise en fonction, et j'invente des PNJ, j'invente les choses dont j'ai besoin là, maintenant, tout de suite pour obtenir l'effet que j'ai besoin d'obtenir. Mais je m'appuie pas sur des choses déjà écrites qui, en fait, n'ont aucune chance de correspondre jamais à ce que je suis en train de vivre dans le jeu actuellement, dans les circonstances, données que de mes joueuses. Parce que si c'était déjà écrit, ça veut dire que tu prends pas en compte la gentilité de tes joueuses. C'est-à-dire les choix de tes joueuses n'ont aucune importance, puisque c'est déjà écrit, tu vois? Alors que si c'est pas écrit et que tu peux l'inventer librement en t'appuyant sur des bases, sur un ensemble d'informations culturelles, circonstancielles, et cetera, mais qui sont génériques, dont tu peux t'inspirer, tu peux créer le tu peux faire du sur-mesure. C'est pas du prêt-à-porter, tu vois? Tu fais du sur-mesure. Tu écris, tu fais, tu inventes les PNJ et les lieux et les situations exactement au moment où tu en as besoin, en fonction de ce que les joueuses ont manifesté de leur envie qu'il se passe quelque chose dans la partie. Tu vois? C'est ça Ouais, le principe, en fait.
Voilà. Ah, j'avais pris en note le fixé et le flottant, mais en fait, oui, c'est plus le fixé et le générique. Le Ouais, spécifique et le générique. Ouais. voilà, c'est le spécifique et le générique. Mais si tu donnes du générique suffisamment bien branlé, je crois que tu peux t'en sortir sur n'importe quel, tu peux t'en sortir pour improviser n'importe quoi et en étant toujours au service de tes joueuses et toujours au service de l'histoire, sans jamais imposer quoi que ce soit et sans jamais, ou si tu dois imposer des choses, comme je te disais, dans une enquête, tu as une information à donner. Bon, l'information, tu vas pas la réinventer à chaque fois. C'est cette information que tu dois donner pour trouver le coupable, il faut que tu la donnes, quoi. Mais le moment, le lieu, la source, et cetera de l'information, bah, elle peut dépendre de tellement de choses que la fixer à l'avance, c'est presque c'est débile, quoi. Parce que même si tu regardes, si tu regardes plein de séries, de whodunit, en fonction des spécificités. Dans Bones, c'est les autopsies qui te donneront l'information. Quand tu regardes The Mentalist, c'est le mec, il regarde un corps, il dit et il fait son Sherlock Holmes pour deviner des trucs. Dans telle autre série, dans La Loi et l'Ordre, Law and Order, les mecs, ils passent leur temps à interroger des témoins dans la rue, en vignette de 15 secondes. Oui, vous avez vu machin l'autre jour? Oui, il courait par là. Il ressemblait à quoi? Oh, c'était un grand, qui. Et hop, tu as l'information. Et en fait, selon l'ambiance que tu veux, enfin, chaque série a son ambiance et chaque série a sa manière d'apporter les informations. Mais tu pourrais avoir la même histoire dans chacune des séries, eh ben, les mêmes informations arriveraient, mais à chaque fois avec des sources différentes. C'est le Oui, principe là. l'important, c'est identifier quelle information le MJ doit transmettre et pas la modalité de transmission qui dépendra en fait à chaque fois de la créativité des joueurs. Voilà. Et quand tu lis Pax et Réunion, tu as toutes les informations que tu dois transmettre, mais par contre, tu n'as jamais la manière de les transmettre. Ça, c'est des merdiziches. Enfin, plus exactement, tu te démerdes, mais tu te démerdes pas dans le vide. Tu écoutes tes joueuses, tu les suis. Vous voulez faire quoi? Vous allez à l'auberge? Bah, c'est là que vous allez apprendre tel truc. Vous voulez aller sur le port? Bah, vous allez apprendre tel truc. Vous allez voir les Érini? Apprendre tel truc. Et à chaque fois, ce sera un peu différent. Mais l'information sera la même. Je vais être complètement honnête et absolument ridicule en vidéo. Je viens de voir l'heure. Femme arrive dans un truc comme 20 minutes. Donc, tu as 4 minutes pour finir. Après, c'est D'accord. dans la boîte. Et je vais faire le bon époux qui range le bordel qu'il a se met dans la maison avant l'arrivée de madame. C'est D'accord. minable, mais c'est. Voilà, on en est là. Non, mais c'est aussi une bonne manière de me fermer ma gueule, hein. C'est bien, moi, j'ai pas de Non, non, problème mais avec ça. justement. Moi, j'ai du je- boulot aussi, hein, je te rassure, j'ai du dessin Ah, là, mais là, donc on n'est plus au stade du boulot. Le boulot, c'est à cause de toi, là, qui m'a fait complètement flipper. Je vais rouvrir mes textes en travaux, je vais remodifier plein de trucs. Ah, c'est une dose de jet, une dose de stress, retourne à tes écrits. il faut Et pas, mais puis, justement, faut pas, au contraire, c'est tu bah, je crois au contraire, enfin, je pense, j'espère en tout cas, enfin, ça m'emmerderait de te stresser, ou non, stresser mais quiconque, quoi, c'est pas le but. non, non, mais c'est Bon, même pas ça. Mais toi, par exemple, j'ai fait dans l'écriture d'un truc à un moment des tutos combat pour comment bien utiliser les personnages mécaniquement dans tel endroit. Mais je vais en virer les trois quarts parce qu'il faut juste des informations importantes. Ouais, j'ai quand même eu d'accord. l'intelligence de faire des encarts techniques où il n'y a pas de blabla, c'est vraiment l'encart technique pur, machin, hop, pour que le MJ se Mais repère. pas forcément, mais si ça se trouve, ta soluce, elle est vachement plus intéressante que la mienne, hein, pour plein de choses. Je crois pas qu'il y ait eu une manière, enfin, je suis pas certain que ma manière est tu vois, typiquement, les scénarios que j'écris et puis quand j'écris des choses, je me rends compte, même les retours de mes playtesters sur CV2 quand je leur fais lire mes textes sur Argosia, il y a plein de moments où, tant que je leur ai pas expliqué pourquoi je voulais faire le truc, ils lisaient mes textes en se disant: «Mais à quoi ça nous sert?» Enfin, on s'en tape de ça. On s'en tape de savoir tout ça. C'est pas du design intéressant. C'est pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un clerc s'appelle Capelan, chanoine ou aumônier. Enfin, rien à foutre, quoi. Tu vois. Et, et pendant tout un temps, ces questions-là. Enfin, ça les intéressait pas, quoi.
Et donc, tu vois, ça ne veut pas dire que ce que j'écris, c'est forcément intéressant ou c'est forcément une manière de faire. C'est juste là où moi, mon parcours m'a amené, en fonction de mes besoins autour de la table de jeu, de mes expériences à la fois d'auteur, de maître de jeu, d'animateur en convention, de plein de choses. Ça m'amène là. Mais c'est juste. En plus, tu vois, dans 2 ans, si tu me reposes les mêmes questions, peut-être que j'aurai des réponses complètement différentes parce qu'entre-temps, j'aurais expérimenté d'autres trucs, j'aurais eu Je d'autres te tours. dédouane de toute responsabilité, hein, c'est pas au sens. Je tente pas de faire des écrits sous Grumpf, ou de toute façon, mon idole, c'est Pratchett. Mais tu vois, Pratchett, Ouais. en jeu de rôle, bon, Eh ben, t'as t'apprends à qu'à te faire, écrire. traduire par Patrick Couton et puis tout ira bien. Ouais, j'ai pas les moyens. Ouais, j'arrête de dire des bêtises et je Ouais. vais aller. Hop, je te On a prends répondu à 30 toutes tes secondes. questions. Pardon? On a répondu à toutes tes Ah questions. ouais, ouais, bon, on est allé au-delà. Là, j'ai réécrit 25 fois en me disant, ah, on pourra intituler la vidéo comme ça. Ah, on pourra intituler. Ah, puis là, je sais pas. Là, il y a trop de trucs. Va falloir être pertinent. Je vais être feignant. Je vais juste mettre interview Grumpf. Ou non, faut quand même mettre les sujets. Un petit peu, quand même. Non, mais tu mets la pédanterie selon Grumpf, ce sera très bien. Grumpf, deux points, la pédanterie. Ah, Voilà, tu vois, moi ça me barre, hein, c'est parce que eh ben, franchement, vendu. j'ai juste l'impression, j'ai vraiment juste l'impression de, voilà, de faire mon, voilà, mon cuistre. Non, mais c'est ton parcours, c'est vachement nourricier. Et puis tu vois, enfin toi, quand je dis que ça me remet des trucs en question, c'est même pas en me prenant au mot de la lettre, ça veut rien dire ce que je dis, mais vraiment à la lettre du mot. C'est vraiment sur ça fait écho à certains travaux que je fais. Et puis je pense que ça va être pareil pour après. Enfin toi, tous les auditeurs par rapport à leur partie, enfin ils vont être touchés par autre chose. C'est juste voilà quoi. Tes heures de masturbation intellectuelle sur la théorie du jeu de rôle servent à d'autres. C'est très bien comme ça. C'est du partage. Bon, allez, je me tais, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, au revoir. Ciao. Ah putain.